150 000 km par seconde. C'est la vitesse à laquelle un vaisseau expérimental pourrait traverser notre galaxie entière en moins de 1000 ans. Pas dans un film de science-fiction, pas dans les rêves d'un physicien fou, dans les équations réelles, vérifiées, publiées dans des revues scientifiques respectées. Et le plus troublant dans tout cela, c'est que cette possibilité existe depuis toujours, cachée dans les plis de l'espace-temps lui-même, attendant simplement que l'humanité soit suffisamment avancée pour la découvrir. Tout ce que tu as appris sur les limites de la vitesse est sur le point de s'effondrer. Einstein nous a dit que rien ne pouvait dépasser la vitesse de la lumière. 300 000 km par seconde. Une barrière absolue, infranchissable, gravée dans le tissu même de la réalité. Pendant plus d'un siècle, cette limite a défini notre compréhension de l'univers. Elle a façonné notre conception du possible et de l'impossible. Elle nous a condamnés à regarder les étoiles en sachant que nous ne pourrions jamais les atteindre, que même nos messages mettraient des années, des décennies, des siècles à parvenir au monde les plus proches. Mais voilà ce que personne ne t'a jamais expliqué clairement. Einstein n'a jamais dit que le voyage supraluminique était impossible. Il a dit que rien ne pouvait se déplacer plus vite que la lumière à travers l'espace. Et cette distinction, aussi subtile qu'elle puisse paraître, change absolument tout. Dans les prochaines minutes, tu vas découvrir 3 mystères qui transformeront ta compréhension de l'univers et de notre place en son sein. Le premier concerne la nature véritable de l'espace-temps et pourquoi il peut être manipulé d'une manière que la physique classique considérait comme de la pure fantaisie. Le deuxième explore les découvertes récentes de scientifiques qui ont trouvé des solutions mathématiques permettant de contourner la limite de la vitesse de la lumière sans jamais la violer. Le troisième révèle les implications terrifiantes de cette technologie si elle venait à être développée. Des implications que même ses créateurs n'osent pas évoquer publiquement. Tu vas découvrir quelque chose qui te quittera le sommeil. Pas parce que c'est effrayant au sens conventionnel du terme, mais parce que cela remet en question tout ce que tu croyais savoir sur les possibilités offertes à l'espèce humaine. L'espèce humaine. Car si ce que ces scientifiques ont découvert est vrai, alors nous ne sommes pas condamnés à rester prisonniers de notre système solaire. Nous ne sommes pas destinés à regarder les étoiles avec impuissance. Nous pourrions, théoriquement, devenir une civilisation interstellaire. Si tu es fasciné par les mystères du cosmos, par ces questions qui nous maintiennent éveillés la nuit, par ces révélations qui transforment notre perception de la réalité, alors abonne-toi à cette chaîne. Le voyage commence maintenant. Pendant des décennies, la communauté scientifique a présenté la limite de la vitesse de la lumière comme une loi absolue, aussi inviolable que la gravité elle-même. Dans les manuels scolaires, dans les documentaires grand public, dans les conférences académiques, le message était toujours le même. La relativité restreinte d'Einstein établit que la vitesse de la lumière dans le vide représente la limite ultime de la vitesse à laquelle l'énergie, la matière ou l'information peuvent voyager. Cette limite est de 299 792 km par seconde. Rien, absolument rien, ne peut aller plus vite. Cette affirmation était présentée avec une telle autorité qu'elle est devenue un dogme. Les physiciens qui osaient la remettre en question étaient souvent marginalisés, accusés de ne pas comprendre correctement la relativité, parfois même ridiculisés par leurs pairs. L'idée du voyage supraluminique était reléguée au domaine de la science-fiction, considérée comme une impossibilité physique aussi absurde que la création d'un mouvement perpétuel ou la violation des lois de la thermodynamique. On nous a expliqué les raisons de cette impossibilité avec une clarté apparente. Lorsqu'un objet accélère, sa masse effective augmente selon les équations de la relativité. Plus il s'approche de la vitesse de la lumière, plus sa masse augmente. À 90% de la vitesse de la lumière, la masse d'un objet a déjà plus que doublé par rapport à sa masse au repos. À 99%, elle a été multipliée par 7. À 99,9% par plus de 22. Et ainsi de suite, de manière asymptotique, la masse tendant vers l'infini à mesure que la vitesse approche celle de la lumière. Cette augmentation de masse signifie qu'il faut de plus en plus d'énergie pour continuer à accélérer. Pour atteindre exactement la vitesse de la lumière, il faudrait une quantité d'énergie infinie.
Et pour la dépasser, il faudrait encore plus qu'une infinité, ce qui n'a mathématiquement aucun sens. Donc, concluait-on, le voyage supraluminique est fondamentalement impossible. Fin de l'histoire. Passons à autre chose. Cette explication semblait tellement logique, tellement complète, tellement définitive, que presque personne n'a pensé à la questionner pendant des décennies. Les étoiles resteraient à jamais hors de notre portée. Les galaxies lointaines ne seraient que des lumières dans le ciel nocturne, jamais des destinations. L'humanité était condamnée à une existence confinée dans un petit coin de la Voie lactée, incapable de rejoindre les autres systèmes stellaires, autrement qu'à travers des voyages de plusieurs siècles ou millénaires. Mais cette version officielle, aussi convaincante qu'elle puisse paraître, contenait une faille fondamentale que très peu de personnes ont osé explorer. Et cette faille change tout. La relativité restreinte d'Einstein, celle qui établit la limite de la vitesse de la lumière, ne traite que du mouvement des objets à travers l'espace. Elle décrit comment la matière et l'énergie se comportent lorsqu'elles se déplacent dans un espace statique, immobile, fixe. Mais Einstein lui-même savait que cette description était incomplète. C'est pourquoi il a passé les 10 années suivantes à développer la relativité générale, une théorie beaucoup plus profonde qui révèle que l'espace n'est pas du tout ce que nous imaginons. Dans la relativité générale, l'espace n'est pas un simple contenant vide dans lequel les objets se déplacent. L'espace est une entité dynamique, flexible, malléable. Il peut se courber sous l'influence de la masse et de l'énergie. Il peut s'étirer, se comprimer, se déformer. Et voici le point crucial que la version officielle omet soigneusement de mentionner. L'espace lui-même n'est pas soumis à la limite de la vitesse de la lumière. Cette affirmation peut sembler contradictoire, voire absurde, mais elle est mathématiquement rigoureuse et parfaitement cohérente avec les équations d'Einstein. La limite de la vitesse de la lumière s'applique aux objets se déplaçant à travers l'espace. Mais l'espace lui-même peut s'étendre ou se contracter à n'importe quelle vitesse, sans aucune limite théorique. La preuve la plus spectaculaire de ce phénomène se trouve dans l'expansion de l'univers. Les galaxies les plus lointaines que nous pouvons observer s'éloignent de nous à des vitesses apparentes qui dépassent largement celles de la lumière. Certaines galaxies, situées aux confins de l'univers observable, semblent s'éloigner de nous à plusieurs fois la vitesse de la lumière. Et pourtant, elles ne violent aucune loi physique. Elles ne se déplacent pas vraiment à ces vitesses à travers l'espace. C'est l'espace lui-même, entre elles et nous, qui s'étend si rapidement que l'effet net ressemble à un mouvement supraluminique. Cette distinction peut sembler purement académique, une simple curiosité cosmologique sans application pratique. Mais quelques esprits brillants ont compris que cette propriété de l'espace-temps pourrait être exploitée. Si l'espace peut s'étendre plus vite que la lumière, pourrait-on créer une bulle d'espace qui se contracterait devant un vaisseau et s'étendrait derrière lui, propulsant ainsi le vaisseau à des vitesses effectives supérieures à celles de la lumière, sans jamais violer les équations d'Einstein. Cette idée, aussi folle qu'elle puisse paraître, a été formulée mathématiquement pour la première fois en 1994 par le physicien mexicain Miguel Alcubierre. Sa solution, connue aujourd'hui sous le nom de métrique d'Alcubierre, décrit exactement ce scénario. Une bulle de distorsion de l'espace-temps qui permettrait à un vaisseau de voyager à des vitesses arbitrairement élevées, potentiellement des centaines ou des milliers de fois la vitesse de la lumière, tout en restant parfaitement immobile à l'intérieur de sa bulle. Le vaisseau ne se déplacerait pas à travers l'espace. Il serait transporté par l'espace lui-même. Et puisque les équations d'Einstein n'imposent aucune limite à la vitesse à laquelle l'espace peut se déformer, le voyage supraluminique deviendrait théoriquement possible. Pendant des années, cette découverte a été considérée comme une curiosité mathématique, élégante mais sans application pratique. Les calculs initiaux suggéraient que la création d'une telle bulle nécessiterait une quantité d'énergie supérieure à celle contenue dans l'univers observable tout entier. De plus, cette énergie devrait avoir des propriétés exotiques négatives que nous n'avons jamais observées dans la nature à grande échelle. La communauté scientifique a donc continué à enseigner que le voyage supraluminique était impossible, en ajoutant tout au plus une note de bas de page mentionnant que certaines solutions mathématiques théoriquement valides existaient,
mais qu'elle nécessiterait des conditions irréalisables. Mais la réalité est beaucoup plus sombre que cette version rassurante ne le laisse supposer. Car au cours des dernières années, une série de découvertes a transformé ce qui semblait être une impossibilité pratique en une possibilité de plus en plus tangible. Des physiciens travaillant dans des laboratoires du monde entier, utilisant des approches mathématiques novatrices et des simulations informatiques d'une puissance sans précédent, ont commencé à trouver des solutions qui réduisent drastiquement les exigences énergétiques de la propulsion par distorsion spatiale. En 2012, le physicien Harold White, travaillant pour la NASA, a proposé une modification de la géométrie de la bulle d'Alcubierre, qui réduisait l'énergie nécessaire d'un facteur astronomique. Au lieu de nécessiter l'équivalent de la masse de Jupiter convertie en énergie, sa conception modifiée ne nécessiterait qu'une fraction de cette quantité, peut-être l'équivalent de quelques centaines de kilogrammes de matière. Cette réduction, bien que toujours immense par rapport à nos capacités actuelles, a transformé le problème d'une impossibilité absolue en un défi d'ingénierie. Car quelques centaines de kilogrammes de matière convertie en énergie, c'est quelque chose que nous pouvons au moins conceptualiser. C'est l'énergie d'une petite bombe atomique. C'est énorme, certes, mais c'est fini, mesurable, potentiellement atteignable. Puis, en 2021, une équipe de chercheurs dirigée par Eric Lenz de l'université de Göttingen a publié un article qui a secoué la communauté scientifique. Leur analyse mathématique suggérait qu'une bulle de distorsion pourrait être créée en utilisant uniquement de l'énergie positive conventionnelle, sans avoir recours à la mystérieuse énergie négative que les physiciens pensaient indispensable. Cette découverte était révolutionnaire. L'énergie négative, aussi appelée énergie exotique, était le principal obstacle conceptuel au développement de la propulsion par distorsion spatiale. Nous ne savions pas si elle existait à l'échelle macroscopique, et même si elle existait, nous n'avions aucune idée de la manière de la produire ou de la manipuler. Mais si les calculs de Lenz étaient corrects, cet obstacle disparaissait entièrement. Presque simultanément, en mars 2021, une autre équipe de physiciens, celle-ci travaillant à l'Applied Physics Group, a publié sa propre solution aux équations de distorsion spatiale. Leur approche différait de celle de Lenz, mais aboutissait à des conclusions similaires. Une bulle de distorsion utilisant de l'énergie positive semblait mathématiquement viable. Ces découvertes ne signifient pas que nous pouvons construire un vaisseau supraluminique demain. Les défis techniques restent colossaux, peut-être insurmontables avec notre technologie actuelle. Mais elles signifient que le voyage plus rapide que la lumière n'est plus une impossibilité théorique. Il est devenu un problème d'ingénierie. Certes extraordinairement difficile, mais pas fondamentalement impossible. Et c'est cette transition de l'impossible au simplement très difficile qui change tout. Car l'histoire de la technologie humaine est une longue liste de choses considérées comme impossibles qui sont devenues réalité une fois que nous avons compris comment les aborder correctement. Il y a un siècle, l'idée de marcher sur la Lune était considérée comme de la pure fantaisie. Il y a 50 ans, l'idée d'un ordinateur personnel dans chaque foyer semblait absurde. Il y a 30 ans, l'idée de transporter toute la connaissance humaine dans un appareil tenant dans la poche était inimaginable. Et pourtant, nous avons accompli toutes ces choses et bien d'autres. Si le voyage supraluminique suit la même trajectoire, si les avancées théoriques récentes se traduisent éventuellement par des percées technologiques pratiques, alors l'humanité se trouve à l'aube d'une transformation plus profonde que toutes celles qui l'ont précédée. Une transformation qui nous fera passer d'une espèce confinée à un seul monde, ou au mieux à un seul système solaire, à une civilisation véritablement interstellaire, capable de visiter d'autres étoiles, d'autres planètes, peut-être d'autres formes de vie. Mais cette possibilité extraordinaire s'accompagne de questions troublantes que nous devons commencer à affronter. Des questions sur ce que nous trouverions là-bas, sur ce qui pourrait nous trouver, sur les risques de manipuler le tissu même de la réalité pour satisfaire notre désir d'exploration. Car la réalité est beaucoup plus sombre que les rêves optimistes des enthousiastes de la conquête spatiale ne le laissent supposer. Le voyage supraluminique, s'il devient un jour possible, ne sera pas simplement une aventure excitante. Il sera une porte ouverte vers des dangers que nous commençons à peine à entrevoir. Des dangers qui pourraient menacer non seulement l'humanité, mais peut-être la structure même de l'univers que nous connaissons. Pour comprendre véritablement comment des scientifiques
ont trouvé un moyen de voyager 10 fois plus vite que la lumière. Il faut d'abord saisir ce qu'est réellement l'espace-temps. Pas la version simplifiée que l'on enseigne dans les écoles, pas la métaphore du drap tendu avec des boules de bowling que l'on voit dans les documentaires grand public, mais la nature profonde, presque mystique, de ce tissu fondamental qui constitue la réalité elle-même. L'espace-temps n'est pas un simple décor dans lequel les événements se produisent. Il n'est pas une scène vide sur laquelle les acteurs de l'univers jouent leur rôle. L'espace-temps est lui-même un acteur, un participant actif dans le drame cosmique. Il interagit avec la matière et l'énergie. Il se courbe, se tord, ondule. Il peut être étiré comme un élastique ou comprimé comme une éponge. Et ces déformations ne sont pas de simples abstractions mathématiques. Elles ont des conséquences physiques réelles et mesurables. Quand tu laisses tomber une balle, elle ne tombe pas parce qu'une force mystérieuse l'attire vers le sol. Elle tombe parce que la masse de la Terre a courbé l'espace-temps autour d'elle et que la balle suit simplement la trajectoire la plus naturelle, la plus directe à travers cet espace-temps courbé. Cette trajectoire, que les physiciens appellent une géodésique, ressemble à une ligne droite du point de vue de la balle. Mais vue de l'extérieur, dans notre référentiel habituel, elle apparaît comme une chute accélérée vers le sol. Cette vision de la gravité, non pas comme une force mais comme une conséquence de la géométrie de l'espace-temps, est au cœur de la relativité générale. Et c'est cette même géométrie qui ouvre la porte au voyage supraluminique. Imagine maintenant que tu puisses manipuler cette géométrie de manière contrôlée. Imagine que tu puisses créer une région de l'espace où l'espace-temps serait fortement contracté devant toi et fortement dilaté derrière toi. Que se passerait-il ? Du point de vue d'un observateur extérieur, l'espace devant toi se rapprocherait rapidement tandis que l'espace derrière toi s'éloignerait. Tu serais transporté vers l'avant, non pas par ton propre mouvement, mais par le mouvement de l'espace lui-même. C'est exactement comme si tu te tenais immobile sur un tapis roulant géant. Tu ne marches pas, tu ne cours pas, tu ne dépenses aucune énergie pour avancer, mais tu te déplaces néanmoins, porté par le mouvement du sol sous tes pieds. La différence cruciale, c'est que ce tapis roulant cosmique n'aurait aucune limite de vitesse. L'espace peut se contracter et s'étendre à n'importe quel rythme, aussi rapide que l'on puisse l'imaginer. À l'intérieur de ta bulle de distorsion, tu resterais parfaitement immobile par rapport à l'espace local qui t'entoure. Tu ne ressentirais aucune accélération, aucune force, aucun effet relativiste. Le temps s'écoulerait normalement pour toi. Ta masse resterait constante. Les équations qui interdisent le voyage supraluminique ne s'appliqueraient tout simplement pas, parce que tu ne te déplacerais pas à travers l'espace. Tu serais transporté par l'espace. Cette distinction peut sembler subtile, presque comme un tour de passe-passe rhétorique, mais elle est fondamentale sur le plan physique. Les lois de la relativité restreinte, celles qui établissent à la limite de la vitesse de la lumière, ne s'appliquent qu'aux objets se déplaçant à travers un espace plat, non déformé. Dès que l'espace lui-même est courbé ou en mouvement, ces règles doivent être remplacées par celles de la relativité générale. Et la relativité générale, bien qu'elle soit incroyablement restrictive sur de nombreux aspects, n'impose aucune limite à la vitesse à laquelle l'espace peut se déformer. Les équations mathématiques qui décrivent ce phénomène sont d'une complexité redoutable. Elles appartiennent à un domaine des mathématiques appelé géométrie différentielle, et leur manipulation requiert des années de formation spécialisée, mais leur essence peut être comprise intuitivement. La métrique, dans le langage de la relativité, est une fonction mathématique qui décrit la forme de l'espace-temps en chaque point. Elle te dit comment mesurer les distances et les durées dans une région donnée. Dans un espace-temps plat, sans gravité, la métrique est simple et uniforme. Mais en présence de masse, d'énergie ou de certaines configurations exotiques de champs, la métrique devient complexe, variable, déformée. Ce que les physiciens ont découvert, c'est qu'il existe des métriques mathématiquement valides, des solutions parfaitement cohérentes des équations d'Einstein qui décrivent des bulles de distorsion se déplaçant à des vitesses arbitrairement élevées. Ces solutions ne violent aucun principe fondamental de la physique. Elles sont aussi légitimes, du point de vue mathématique, que les solutions qui décrivent les trous noirs ou les ondes gravitationnelles. Prenons un exemple concret pour saisir les échelles impliquées. La distance entre la Terre et Proxima Centauri
L'étoile la plus proche de notre système solaire est d'environ 4,2 années-lumière. Cela représente environ 40 000 milliards de kilomètres. À la vitesse maximale jamais atteinte par un objet fabriqué par l'homme, celle de la sonde Parker Solar Probe, qui a atteint environ 692 000 km/h, il faudrait plus de 6 000 ans pour parcourir cette distance. Avec un vaisseau capable de voyager à 10% de la vitesse de la lumière, un objectif que certains projets comme Breakthrough Starshot espèrent atteindre dans les prochaines décennies, le voyage prendrait environ 42 ans. C'est long, mais concevable pour une mission robotique multigénérationnelle. Mais avec une bulle de distorsion capable de transporter un vaisseau à 10 fois la vitesse de la lumière, ce même voyage ne prendrait que 5 mois environ. 5 mois pour atteindre une autre étoile. 5 mois pour poser le pied sur un monde orbitant autour d'un autre soleil. Cette différence n'est pas simplement quantitative, elle est qualitative. Elle transforme le voyage interstellaire d'un rêve lointain en une possibilité réelle, tangible, à l'échelle d'une vie humaine. Et ce n'est que le début. À 100 fois la vitesse de la lumière, le voyage vers Proxima Centauri ne prendrait que 15 jours. À 1000 fois la vitesse de la lumière, moins de 2 jours. Le centre de notre galaxie, situé à environ 26 000 années-lumière, pourrait être atteint en 26 ans à 1000 fois la vitesse de la lumière. Et la galaxie d'Andromède, notre voisine cosmique située à 2,5 millions d'années-lumière, deviendrait accessible en 2500 ans à 1000 fois la vitesse de la lumière, ou en 250 ans à 10 000 fois cette vitesse. Ces chiffres donnent le vertige. Ils transforment complètement notre perspective sur notre place dans l'univers. Les distances cosmiques, qui semblaient condamner l'humanité à une existence isolée, deviennent soudainement franchissables. Les étoiles cessent d'être des lumières inaccessibles dans le ciel nocturne et deviennent des destinations potentielles. Mais revenons aux aspects techniques. Comment une telle bulle de distorsion pourrait-elle être créée en pratique ? Les équations nous disent ce qui doit se passer, mais pas comment le faire. C'est un peu comme si on te donnait la recette d'un gâteau sans te dire où trouver les ingrédients, ni comment utiliser un four. La théorie est claire, la pratique reste extraordinairement floue. Ce que nous savons, c'est que la création d'une bulle de distorsion nécessite une distribution très particulière de densité d'énergie autour du vaisseau. Devant le vaisseau, la densité d'énergie doit être négative, créant une contraction de l'espace. Derrière le vaisseau, elle doit être positive, créant une expansion. Cette configuration asymétrique génère le gradient de courbure qui propulse la bulle vers l'avant. Les calculs originaux suggéraient que cette énergie devait atteindre des valeurs astronomiques. Miguel Alcubierre lui-même a estimé que la création de sa bulle nécessiterait l'équivalent de la masse de Jupiter convertie en énergie selon la célèbre équation E égale mc². Cela représente environ 2 fois 10 puissance 47 joules, une quantité d'énergie si colossale qu'elle défie l'imagination. Pour mettre cela en perspective, c'est environ 1000 milliards de fois l'énergie totale produite par le Soleil en une année. Ces chiffres initiaux semblaient condamner le concept à rester une simple curiosité théorique. Mais c'est là que les avancées récentes ont changé la donne. En modifiant la forme de la bulle, en passant d'une géométrie sphérique à une géométrie toroïdale aplatie, les physiciens ont découvert que les besoins énergétiques pouvaient être réduits de manière spectaculaire. La forme optimale de la bulle ressemblerait davantage à un anneau épais entourant le vaisseau qu'à une sphère englobant tout l'espace autour de lui. Cette optimisation géométrique, combinée à d'autres raffinements mathématiques, a permis de réduire l'énergie nécessaire de plusieurs ordres de grandeur. Les estimations les plus optimistes suggèrent que la création d'une bulle de distorsion fonctionnelle pourrait ne nécessiter que l'équivalent de quelques centaines de kilogrammes de masse convertie en énergie. C'est encore énorme, bien au-delà de nos capacités actuelles, mais c'est au moins dans le domaine du concevable. Pour produire une telle quantité d'énergie, il faudrait maîtriser la conversion totale de la masse en énergie. Un processus que nous ne savons réaliser qu'à une échelle infinitésimale dans les réactions nucléaires et les annihilations matière-antimatière. Nos meilleures centrales nucléaires ne convertissent qu'environ 0,1% de leur combustible en énergie. L'annihilation matière-antimatière atteint théoriquement 100% d'efficacité. Mais nous ne savons produire et stocker l'antimatière qu'en quantité microscopique, mesurée en nanogrammes.
Mais au-delà de la quantité d'énergie, c'est sa nature qui pose problème. Les solutions classiques de distorsion spatiale nécessitent de l'énergie négative, une forme d'énergie dont la densité est inférieure à celle du vide lui-même. Cette exigence semblait particulièrement problématique parce que nous n'avons jamais observé d'énergie négative à l'échelle macroscopique. Cependant, l'énergie négative n'est pas une pure fiction. Elle existe bel et bien dans certains phénomènes quantiques. L'effet Casimir, par exemple, est une manifestation mesurable d'énergie négative. Lorsque deux plaques conductrices sont placées très près l'une de l'autre dans le vide, une force attractive apparaît entre elles. Cette force résulte du fait que la densité d'énergie entre les plaques est légèrement inférieure à celle du vide extérieur. En d'autres termes, l'espace entre les plaques contient de l'énergie négative. L'effet Casimir a été prédit théoriquement en 1948 et mesuré expérimentalement pour la première fois en 1996. C'est un phénomène réel, reproductible, parfaitement intégré à notre compréhension de la physique quantique. Le problème, c'est que les quantités d'énergie négative produites par l'effet Casimir sont infimes, bien trop faibles pour avoir un effet macroscopique sur la courbure de l'espace-temps. Pourrait-on amplifier cet effet ? Pourrait-on trouver d'autres sources d'énergie négative plus abondantes ? Ces questions restent ouvertes. Certains physiciens théoriciens explorent des configurations exotiques de champs quantiques qui pourraient produire des densités d'énergie négative plus importantes. D'autres cherchent des moyens de concentrer et d'amplifier l'énergie négative naturellement présente dans le vide quantique. Mais voici où les choses deviennent vraiment intéressantes. Les découvertes récentes suggèrent que l'énergie négative pourrait ne pas être indispensable après tout. Les travaux publiés en 2021 ont identifié des configurations de distorsion spatiale qui ne nécessitent que de l'énergie positive. Ces configurations sont plus complexes que la bulle originale d'Alcubierre. Elles impliquent pour des arrangements sophistiqués de densité d'énergie, formant des structures en couches autour du vaisseau. Mais elles sont mathématiquement valides et ne violent aucun principe connu de la physique. Si ces solutions se confirment, l'obstacle principal au voyage supraluminique ne serait plus la nature de l'énergie requise, mais seulement sa quantité et notre capacité à la manipuler avec une précision suffisante. C'est encore un défi colossal, mais d'une nature fondamentalement différente. Un problème d'ingénierie plutôt qu'une impossibilité physique. Les expériences actuelles tentent de vérifier certains aspects de ces théories à petite échelle. Harold White et son équipe ont utilisé un interféromètre extrêmement sensible pour détecter d'éventuelles micro-déformations de l'espace-temps produites par des champs électromagnétiques intenses. Les résultats, bien qu'encore préliminaires et controversés, suggèrent que des distorsions mesurables pourraient être possibles avec des technologies accessibles. D'autres groupes de recherche explorent les connexions entre la distorsion spatiale et d'autres phénomènes physiques exotiques. Les trous noirs, par exemple, produisent des courbures extrêmes de l'espace-temps. Pourrait-on apprendre de leur physique pour créer des distorsions contrôlées à plus petite échelle ? Les trous de verre, ces hypothétiques tunnels à travers l'espace-temps, partagent certaines propriétés mathématiques avec les bulles de distorsion. Les recherches sur l'un pourraient éclairer l'autre. Certains physiciens explorent même les liens possibles entre la distorsion spatiale et la mécanique quantique. À l'échelle de Planck, la plus petite échelle de longueur ayant un sens physique, l'espace-temps lui-même devient quantique, probabiliste, fluctuant. Ces fluctuations pourraient-elles être exploitées pour créer des distorsions macroscopiques ? C'est une question qui reste largement ouverte à la frontière de notre compréhension actuelle. Car malgré toutes ces avancées, malgré les solutions mathématiques élégantes et les réductions spectaculaires des besoins énergétiques, la science n'a toujours pas de réponse définitive à la question fondamentale. Le voyage supraluminique est-il réellement possible ? Les équations disent oui. Les lois connues de la physique ne l'interdisent pas explicitement. Mais il pourrait exister des principes plus profonds, des contraintes que nous n'avons pas encore découvertes, qui rendraient ces solutions inapplicables dans la réalité. Stephen Hawking a proposé ce qu'il appelait la conjecture de protection chronologique, selon laquelle les lois de la physique conspireraient toujours pour empêcher le voyage dans le temps, et, par extension, certaines formes de voyage supraluminique. Cette conjecture n'a jamais été prouvée, mais elle n'a jamais été réfutée non plus. Elle reste comme une ombre, planant sur les rêves de propulsion par distorsion spatiale. D'autres physiciens soulignent que les solutions de distorsion spatiale
pourrait être instable. La moindre perturbation pourrait faire s'effondrer la bulle de manière catastrophique, avec des conséquences potentiellement désastreuses pour le vaisseau et son équipage. Les simulations informatiques tentent d'évaluer cette stabilité, mais nos modèles sont encore trop grossiers pour donner des réponses définitives. Il y a aussi la question de la causalité. Le voyage supraluminique, s'il était possible, pourrait théoriquement permettre de créer des boucles temporelles, des situations où un effet précède sa cause. De nombreux physiciens considèrent que de telles violations de la causalité sont fondamentalement impossibles, qu'elles conduiraient à des paradoxes logiques insolubles. Si cette intuition était correcte, alors le voyage supraluminique devrait être impossible, quelles que soient les élégantes solutions mathématiques que nous pourrions trouver. La vérité, c'est que nous sommes à la frontière de notre connaissance. Nous avons des équations, des théories, des hypothèses, mais nous n'avons pas de certitude. La nature ultime de l'espace-temps reste enveloppée de mystères. Les lois de la physique à haute énergie, dans les régimes extrêmes où la distorsion spatiale deviendrait significative, nous sont encore largement inconnus. C'est à la fois frustrant et exaltant. Frustrant parce que nous aimerions avoir des réponses claires, définitives, sans ambiguïté. Exaltant parce que cela signifie que nous vivons à une époque où ces questions sont encore ouvertes, où des découvertes révolutionnaires sont encore possibles, où les limites de l'exploration humaine n'ont pas encore été définitivement tracées. Les prochaines décennies seront cruciales. Les expériences en cours pourraient le confirmer ou infirmer certains aspects des théories de distorsion spatiale. Les avancées en physique des particules pourraient révéler de nouvelles propriétés de l'espace-temps à haute énergie. Les progrès en informatique quantique pourraient permettre des simulations plus précises des phénomènes de courbure spatiale. Et peut-être, juste peut-être, l'humanité découvrira-t-elle que les étoiles ne sont pas si inaccessibles après tout, que les distances cosmiques peuvent être franchies, que notre destin n'est pas de rester confiné sur un petit rocher bleu tournant autour d'une étoile ordinaire dans une banlieue tranquille de la Voie lactée. Mais avant de nous laisser emporter par ces rêves grandioses, nous devons examiner les cas spécifiques, les détails techniques, les défis pratiques qui nous séparent encore de cette vision. Car le diable, comme toujours, se cache dans les détails, et certains de ces détails sont bien plus sombres que les enthousiastes du voyage spatial ne voudraient l'admettre. Les laboratoires, où se joue l'avenir du voyage interstellaire, ne ressemblent pas aux décors spectaculaires des films de science-fiction. Pas de hangars gigantesques abritant des vaisseaux étincelants. Pas d'équipe de centaines d'ingénieurs en combinaison blanche travaillant frénétiquement sur des moteurs révolutionnaires. La réalité est beaucoup plus modeste, presque décevante au premier abord. Au centre spatial Johnson de Houston, dans un bâtiment sans prétention portant le nom d'Eagle Works, une petite équipe de physiciens travaille avec un budget qui ferait sourire n'importe quel directeur de projet spatial conventionnel. Leur équipement principal est un interféromètre White Juday, un appareil capable de détecter des variations infimes dans la structure de l'espace-temps. L'idée est audacieuse. Si une distorsion spatiale, même microscopique, pouvait être créée en laboratoire, l'interféromètre devrait pouvoir la mesurer. Les premiers résultats ont été publiés avec une prudence extrême. Des anomalies ont été détectées, des signaux qui pourraient correspondre à des micro-déformations de l'espace-temps. Mais ces signaux sont si faibles, si proches du bruit de fond expérimental, qu'il est impossible de conclure avec certitude. Les critiques ont souligné de nombreuses sources potentielles d'erreurs. La chaleur générée par l'équipement pourrait créer des artefacts. Les vibrations du bâtiment pourraient contaminer les mesures. Les champs électromagnétiques parasites pourraient produire de faux positifs. L'équipe continue ses travaux, affinant ses méthodes, réduisant les sources d'interférence. Chaque amélioration technique apporte de nouveaux résultats, mais aucune percée définitive ne s'est encore produite. C'est la nature de la science fondamentale. Les progrès sont lents, incrémentaux, parsemés de faux espoirs et de révisions déchirantes. Pendant ce temps, à l'université de Göttingen en Allemagne, Eric Lenz poursuit ses recherches théoriques. Après sa publication révolutionnaire de 2021, il a continué à explorer les implications de ces solutions à énergie positive. Son travail actuel se concentre sur la stabilité de ces configurations. Une bulle de distorsion doit non seulement être créée, mais aussi maintenue pendant toute la durée du voyage. Les équations suggèrent
que certaines configurations pourraient être intrinsèquement instables, s'effondrant spontanément après une fraction de seconde. Lenz a identifié des géométries qui semblent plus robustes que d'autres. Ces configurations impliquent des structures en couches multiples, avec des gradients d'énergie soigneusement calibrés pour créer un équilibre dynamique. C'est un peu comme maintenir une balle en équilibre sur la pointe d'un crayon. Difficile, mais pas impossible si les conditions sont exactement réglées. À l'Applied Physics Group, une organisation indépendante regroupant des physiciens et des ingénieurs travaillant sur des technologies avancées, les recherches prennent une direction différente. Leur approche consiste à explorer systématiquement l'espace des solutions possibles, utilisant des algorithmes informatiques pour identifier des configurations de distorsion spatiale qui auraient pu échapper à l'analyse humaine. Cette méthode a déjà produit des résultats surprenants. En 2022, l'équipe a publié une analyse démontrant que les solutions de distorsion spatiale formaient une famille beaucoup plus large qu'on ne le pensait initialement. Il n'existe pas une seule façon de créer une bulle de distorsion, mais potentiellement une infinité, chacune avec ses propres caractéristiques, ses propres exigences énergétiques, ses propres propriétés de stabilité. Certaines de ces solutions nouvellement découvertes présentent des avantages significatifs par rapport à la conception originale d'Alcubierre. Certaines nécessitent moins d'énergie, certaines sont plus stables, certaines permettent des vitesses plus élevées, et certaines, de manière intrigante, semblent éviter certains des problèmes les plus troublants associés au voyage supraluminique. Car il y a des problèmes sérieux que les présentations enthousiastes du voyage par distorsion spatiale ont tendance à minimiser ou à ignorer complètement. Le premier de ces problèmes concerne ce qui se passe à la frontière de la bulle de distorsion. L'espace à cet endroit n'est pas simplement courbé. Il est soumis à des contraintes phénoménales, des gradients de courbure si intenses qu'ils approchent les conditions qui règnent à l'horizon des trous noirs. Imaginons un vaisseau voyageant à 10 fois la vitesse de la lumière à travers l'espace interstellaire. Ce vaisseau ne traverse pas un vide parfait. L'espace entre les étoiles, aussi vide qu'il puisse paraître, contient des particules, des atomes d'hydrogène éparpillés, en moyenne 1 par centimètre cube environ, des grains de poussière microscopiques, des rayons cosmiques, ces particules de haute énergie qui sillonnent la galaxie à des vitesses proches de celles de la lumière. Lorsque le vaisseau et sa bulle de distorsion rencontrent ces particules, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les particules ne sont pas simplement poussées sur le côté ou absorbées par un bouclier protecteur. Elles interagissent avec la frontière de la bulle, cette région de courbure extrême qui sépare l'intérieur calme de la bulle de l'extérieur non déformé. Des études publiées dès 2012 ont montré que ces particules pourraient être accélérées à des énergies colossales lors de leur interaction avec la frontière de la bulle. L'effet serait similaire à celui d'un accélérateur de particules cosmiques, concentrant l'énergie de milliards de particules interstellaires rencontrées au cours du voyage. Ces particules énergisées ne disparaissent pas. Elles s'accumulent au niveau de la frontière de la bulle, formant une couche de radiation de plus en plus intense à mesure que le voyage progresse. Les calculs suggèrent que cette radiation pourrait atteindre des niveaux extraordinaires, potentiellement létaux pour tout équipage biologique à l'intérieur de la bulle. Mais le véritable danger ne se manifeste pas pendant le voyage. Il survient à l'arrivée. Lorsque la bulle de distorsion ralentit et finit par se dissiper, toute cette énergie accumulée doit aller quelque part. Elle ne peut pas simplement disparaître. Les lois de conservation de l'énergie sont absolues. Cette radiation stockée serait libérée en une impulsion cataclysmique, projetée vers l'avant dans la direction du voyage. Les simulations informatiques de ce phénomène sont terrifiantes. Un vaisseau, arrivant après un voyage de plusieurs années-lumière à haute vitesse, libérerait une quantité d'énergie comparable à celle d'une bombe nucléaire majeure, ou pire. Cette énergie serait focalisée dans un faisceau étroit, dévastant tout ce qui se trouverait dans la trajectoire du vaisseau. Imagine un vaisseau arrivant en orbite autour d'une planète habitée. Au lieu d'un premier contact pacifique, l'arrivée elle-même pourrait stériliser la surface de la planète. Le voyageur interstellaire, animé des meilleures intentions, deviendrait involontairement un destructeur de mondes. Ce problème, parfois appelé le problème du mur de radiation, n'a pas encore de solution définitive. Certains physiciens ont proposé des méthodes pour dissiper progressivement l'énergie accumulée,
étalant le ralentissement sur une distance et une durée suffisante pour éviter une libération catastrophique. D'autres ont suggéré des géométries de bulles modifiées qui minimiseraient l'accumulation de particules en premier lieu. Les nouvelles solutions identifiées par l'Applied Physics Group et d'autres équipes pourraient offrir des pistes prometteuses. Certaines configurations semblent produire des frontières de bulles moins agressives, avec des gradients de courbure plus doux qui réduiraient l'accélération des particules environnantes. Mais ces solutions sont encore théoriques, non testées et pourraient même présenter leurs propres problèmes imprévus. Un autre défi technique concerne le contrôle et la navigation d'une bulle de distorsion en mouvement. À l'intérieur de la bulle, le vaisseau est isolé du reste de l'univers. Aucun signal électromagnétique ne peut traverser la frontière de distorsion dans un sens ou dans l'autre. Pas de communication radio, pas d'observation télescopique, pas de moyen de savoir ce qui se trouve devant jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Cette isolation pose des problèmes fondamentaux. Comment éviter les obstacles? Comment s'assurer que la destination est dégagée avant l'arrivée? Comment corriger la trajectoire en cours de route si nécessaire? Certaines propositions suggèrent de voyager par bonds successifs plutôt qu'en un seul trajet continu. Le vaisseau accélérerait, voyagerait pendant une courte période, puis décélérerait pour observer l'environnement et recalculer sa trajectoire. Cette méthode sacrifierait une partie de l'efficacité au profit de la sécurité, mais elle créerait ses propres complications, notamment des libérations multiples de radiation à chaque cycle d'arrêt. D'autres propositions impliquent l'envoi de sondes précurseurs, des véhicules plus petits et plus rapides qui cartographieraient le trajet avant le passage du vaisseau principal. Ces sondes pourraient baliser la route, identifiant les dangers potentiels et permettant au vaisseau principal de les éviter. Mais cette approche nécessiterait une infrastructure considérable et ajouterait des décennies ou des siècles à tout programme de voyage interstellaire. Au-delà de ces défis pratiques, il existe des questions plus fondamentales concernant l'énergie requise et la manière de la générer. Nous avons mentionné que les estimations les plus optimistes réduisent l'énergie nécessaire à l'équivalent de quelques centaines de kilogrammes de masse convertis en énergie. Mais produire une telle quantité d'énergie de manière contrôlée dépasse de loin nos capacités actuelles. La réaction de fusion nucléaire, que nous tentons de maîtriser depuis des décennies, ne convertit qu'environ 0,7% de la masse en énergie. Pour obtenir l'équivalent énergétique de 100 kg de masse, il faudrait fusionner environ 14 000 tonnes d'hydrogène. C'est techniquement concevable, mais cela nécessiterait des réacteurs de fusion d'une taille et d'une puissance sans précédent. L'annihilation matière-antimatière offre une efficacité de 100%, convertissant la totalité de la masse en énergie. Avec cette méthode, 100 kg de matière annihilée avec 100 kg d'antimatière libérerait exactement l'énergie requise. Le problème, c'est la production d'antimatière. Aujourd'hui, le CERN produit environ 1 milliardième de grammes d'antimatière par année. À ce rythme, produire 100 kg d'antimatière prendrait des billions d'années, bien plus que l'âge actuel de l'univers. Même avec des améliorations considérables de l'efficacité de production, l'antimatière restera probablement hors de portée comme source d'énergie primaire pour les voyages interstellaires. Des sources d'énergie plus exotiques ont été proposées. L'exploitation directe de l'énergie du vide quantique, si elle s'avérait possible, offrirait une source pratiquement illimitée. Les mini-trous noirs, créés artificiellement et utilisés comme réacteurs de Hawking, pourraient convertir la matière en radiation avec une efficacité proche de celle de l'antimatière. Les cordes cosmiques, si elles existent, contiendraient des densités d'énergie extraordinaires qui pourraient théoriquement être exploitées. Mais toutes ces propositions relèvent de la physique spéculative. Nous ne savons pas si elles sont réalisables, ni même si elles sont physiquement possibles. Elles restent des pistes de recherche, des idées à explorer, pas des technologies en développement. Il existe également des questions profondes concernant la création initiale de la bulle de distorsion. Les équations nous disent quelle distribution d'énergie est nécessaire, mais pas comment générer cette distribution à partir de rien. C'est un problème d'amorçage. Pour créer une bulle de distorsion, il faut placer de l'énergie selon un schéma très précis autour du vaisseau. Mais pour placer cette énergie, il faut des dispositifs, des générateurs, des systèmes de contrôle. Et ces dispositifs eux-mêmes doivent être alimentés, contrôlés, coordonnés. Le système complet doit démarrer simultanément, passant d'un état normal
à un état de distorsion en une transition précise et synchronisée. Certains physiciens ont proposé que la bulle pourrait être générée progressivement, commençant par une distorsion infinitésimale qui serait amplifiée par un processus de rétroaction positive. D'autres suggèrent qu'une impulsion initiale d'énergie extrême pourrait créer la bulle instantanément, comme une bulle de savon apparaissant lorsqu'on souffle à travers un anneau. Les deux approches présentent des défis techniques considérables. Et puis, il y a la question du ralentissement. Créer une bulle qui accélère le vaisseau est une chose. Créer une bulle inversée qui le ralentit en est une autre. Les configurations de distorsion pour l'accélération et la décélération sont différentes, potentiellement incompatibles. Le vaisseau devrait-il transporter deux systèmes distincts ? Ou existe-t-il une manière de reconfigurer un seul système pour les deux phases du voyage ? Ces questions techniques peuvent sembler abstraites, presque académiques, mais elles déterminent si le voyage supraluminique sera un jour une réalité pratique ou restera à jamais un rêve théorique, ce qui nous amène aux implications plus sombres de cette technologie. Car au-delà des défis d'ingénierie, au-delà des problèmes de radiation et de navigation, il existe des aspects du voyage par distorsion spatiale qui touchent à des territoires beaucoup plus troublants. La manipulation de l'espace-temps n'est pas un acte anodin. L'espace-temps n'est pas simplement le décor de l'univers. Il est intimement lié à la matière, à l'énergie, à la causalité elle-même. Le déformer, le tordre, le plier à notre volonté pourrait avoir des conséquences que nous ne pouvons pas pleinement anticiper. Les trous noirs nous offrent un aperçu de ce qui se passe lorsque l'espace-temps est poussé à ses limites. À l'horizon des événements, la courbure devient si intense que le temps lui-même semble s'arrêter pour un observateur extérieur. À l'intérieur, nos équations s'effondrent, prédisant des singularités où la densité devient infinie et les lois de la physique cessent d'avoir un sens. Les bulles de distorsion ne produisent là pas des singularités au sens strict, mais les frontières de ces bulles approchent de des régimes de courbure extrêmes, des territoires où notre compréhension de la physique commence à vaciller. Certains physiciens ont spéculé que la création d'une bulle de distorsion pourrait déclencher des instabilités quantiques. À des échelles suffisamment petites, l'espace-temps lui-même fluctue, créant et annihilant constamment des paires de particules virtuelles. Une courbure intense pourrait amplifier ces fluctuations, créant un feedback incontrôlé qui déchirerait la bulle et peut-être une partie de l'espace environnant. D'autres ont suggéré que la manipulation de l'espace-temps pourrait créer des connexions avec d'autres régions de l'univers, ou même avec d'autres univers. Les trous de verre, ces tunnels hypothétiques à travers l'espace-temps, partagent certaines propriétés mathématiques avec les bulles de distorsion. Pourrait-on accidentellement ouvrir un passage vers un endroit inconnu avec des conséquences imprévisibles ? Ces scénarios relèvent de la spéculation. Nous n'avons aucune preuve qu'ils se produiraient réellement. Mais notre ignorance elle-même est préoccupante. Nous jouons avec des forces fondamentales de l'univers sans comprendre pleinement les règles du jeu. L'histoire de la technologie humaine est parsemée d'exemples de conséquences imprévues. L'énergie nucléaire a apporté l'électricité abondante, mais aussi la menace de l'annihilation. Les antibiotiques ont sauvé des millions de vies, mais ont aussi créé des superbactéries résistantes. Les réseaux sociaux ont connecté l'humanité, mais ont aussi fragmenté le tissu social. Que pourrait créer une technologie qui manipule la structure fondamentale de la réalité ? Quelles conséquences imprévues pourraient émerger de notre interférence avec l'espace-temps lui-même ? Ces questions n'ont pas de réponse simple. Elles ne doivent pas nous paralyser, nous empêcher de poursuivre la recherche et l'exploration. Mais elles doivent nous rendre humbles, nous rappeler que nous sommes des novices dans l'art de manipuler les forces cosmiques, des enfants jouant avec des outils conçus pour des géants. Et peut-être, juste peut-être, ces forces ne sont pas faites pour être manipulées par des êtres comme nous. Peut-être les limites de l'univers, y compris la vitesse de la lumière, existent-elles pour une raison. Pas comme des obstacles à surmonter, mais comme des protections, des garde-fous nous préservant de dangers que nous ne pouvons pas encore comprendre. Mais cette pensée, aussi prudente qu'elle puisse être, ne suffira probablement pas à arrêter la quête humaine. Car si le voyage supraluminique est possible, quelqu'un finira par le développer. La curiosité humaine, notre soif d'exploration, notre refus d'accepter les limites nous poussera inévitablement vers cette frontière. Et lorsque nous la franchirons,
nous découvrirons peut-être que l'univers réserve des surprises bien plus terrifiantes que les défis techniques que nous avons anticipés. Des surprises qui attendent dans le vide entre les étoiles, patientes et silencieuses, depuis des milliards d'années. Les énergies impliquées dans le voyage supraluminique dépassent tout ce que l'humanité a jamais manipulé. Pour comprendre véritablement ce que cela signifie, il faut les comparer aux phénomènes les plus violents que l'univers ait jamais produits. Et ces comparaisons révèlent une vérité troublante. Nous parlons de jouer avec des forces qui ont façonné des galaxies, détruit des systèmes solaires, stérilisé des régions entières du cosmos. Prenons d'abord les sursauts gamma, ces explosions cosmiques qui représentent les événements les plus énergétiques observables dans l'univers depuis le Big Bang. Le 23 janvier 1999, un sursaut gamma, catalogué sous le nom de GRB 9-123, a été détecté par des satellites en orbite. Pendant quelques secondes, cette explosion a libéré plus d'énergie que le Soleil n'en produira durant toute son existence de 10 milliards d'années. Si ce sursaut s'était produit dans notre propre galaxie, à quelques milliers d'années-lumière de la Terre, il aurait pu stériliser complètement notre planète, détruisant la couche d'ozone et bombardant la surface de radiation mortelle. Les astronomes ont identifié plusieurs catégories de sursauts gamma. Les sursauts courts, durant moins de 2 secondes, résultent généralement de la fusion de 2 étoiles à neutrons. Les sursauts longs, pouvant durer plusieurs minutes, proviennent de l'effondrement d'étoiles massives en trous noirs. Dans les 2 cas, l'énergie libérée défie l'imagination humaine. Un sursaut gamma typique produit environ 10 puissance 44 joules en quelques secondes. C'est l'équivalent de la conversion totale de plusieurs masses solaires en énergie pure. Et voici ce qui devient vraiment inquiétant. Les estimations initiales de l'énergie nécessaire pour créer une bulle de distorsion d'Alcubierre plaçaient cette énergie dans le même ordre de grandeur que celle des sursauts gamma. Nous parlons de manipuler des quantités d'énergie comparables aux explosions les plus cataclysmiques de l'univers. Et nous envisageons de le faire de manière contrôlée, répétée, à proximité de planètes habitées. Même avec les réductions spectaculaires obtenues par les recherches récentes, les énergies restent colossales. Quelques centaines de kilogrammes de masse convertis en énergie représentent environ 10 puissance 19 joules. C'est plus que toute l'énergie consommée par l'humanité depuis le début de la civilisation. C'est l'équivalent de plusieurs milliers de bombes thermonucléaires Tsar Bomba, l'arme la plus puissante jamais détenue, avec ses 50 mégatonnes de rendement. Et cette énergie ne serait pas simplement libérée une fois pour créer la bulle. Elle devrait être maintenue, contrôlée, modulée tout au long du voyage. La moindre fluctuation, le moindre déséquilibre, pourrait avoir des conséquences catastrophiques. Nous ne parlons pas d'un système qui peut simplement tomber en panne. Nous parlons d'un système dont la défaillance pourrait ressembler à une explosion thermonucléaire. Le 9 octobre 2022, les détecteurs spatiaux ont capté un signal extraordinaire. Un sursaut gamma, baptisé GRB 2009A, rapidement surnommé le BOAT pour Brightest of All Time, le plus brillant de tous les temps. Cet événement a brisé tous les records précédents, produisant une luminosité si intense qu'elle a temporairement perturbé les instruments des satellites d'observation. L'explosion s'était produite à environ 2 milliards d'années-lumière de la Terre, et pourtant son effet était mesurable sur notre ionosphère. Les astronomes ont calculé que si ce sursaut s'était produit dans notre propre galaxie, disons à 1000 années-lumière de distance, les conséquences auraient été dévastatrices. La radiation gamma aurait ionisé l'atmosphère terrestre, déclenchant une série de réactions chimiques qui auraient détruit la couche d'ozone pendant des décennies. Les rayons ultraviolets du Soleil, normalement filtrés par cette couche, auraient alors bombardé la surface, causant des cancers massifs chez les animaux et détruisant le phytoplancton océanique à la base de la chaîne alimentaire. Certains scientifiques ont proposé qu'un tel événement pourrait expliquer l'une des extinctions massives dans l'histoire de la Terre. L'extinction de l'ordovicien silurien, survenue il y a environ 445 millions d'années, a éliminé environ 85% des espèces marines. Les causes exactes restent débattues, mais un sursaut gamma relativement proche figure parmi les hypothèses sérieuses. Cette perspective donne une échelle au danger dont nous parlons.
L'univers produit naturellement des événements si violents qu'ils peuvent stériliser des planètes à travers des distances de milliers d'années-lumière. Et nous envisageons de créer des technologies qui manipulent des énergies comparables dans notre propre voisinage cosmique. Mais les sursauts gamma ne sont pas les seuls phénomènes destructeurs à considérer. Les supernovae, ces explosions marquant la mort des étoiles massives, libèrent également des quantités d'énergie extraordinaires. Le 4 juillet 1054, des astronomes chinois ont observé l'apparition d'une étoile nouvelle dans le ciel, si brillante qu'elle était visible en plein jour pendant plusieurs semaines. Cette étoile invitée, comme ils l'appelaient, était en réalité l'explosion d'une supernova située à environ 6500 années-lumière de la Terre. Aujourd'hui, nous pouvons observer les restes de cette explosion sous la forme de la nébuleuse du Crabe, un nuage de gaz en expansion rapide abritant en son centre un pulsar, une étoile à neutrons en rotation rapide. L'énergie libérée par cette supernova a été estimée à environ 10 puissance 43 joules. C'est légèrement moins qu'un sursaut gamma typique, mais cela reste une quantité d'énergie incompréhensible à l'échelle humaine. Si cette supernova s'était produite 10 fois plus près, à seulement 650 années-lumière, les effets sur la Terre auraient été significatifs. La radiation aurait affecté notre atmosphère et les rayons cosmiques de haute énergie produits par l'explosion auraient bombardé notre planète pendant des années. L'étoile Bételgeuse, visible comme le point rougeâtre à l'épaule de la constellation d'Orion, est un candidat à l'explosion en supernova dans un avenir astronomiquement proche. Elle pourrait exploser demain ou dans 100 000 ans. Les astronomes ne peuvent pas prédire le moment exact. Située à environ 600 années-lumière de la Terre, son explosion serait un spectacle extraordinaire, visible en plein jour pendant des semaines. Mais à cette distance, les effets sur notre planète seraient probablement minimes. Nous serions des spectateurs privilégiés d'un des événements les plus grandioses de l'univers, sans en subir les conséquences destructrices. Cependant, d'autres étoiles candidates à l'explosion sont plus proches. Ica Pégasi, un système binaire situé à seulement 150 années-lumière, pourrait théoriquement produire une supernova de type Ia dans un futur lointain. Si cela se produisait, la Terre serait exposée à des niveaux de radiation significatifs. Pas nécessairement catastrophiques, mais certainement mesurables et potentiellement dangereux. Ces événements naturels nous rappellent que l'univers est un endroit violent. Les explosions, les collisions, les libérations cataclysmiques d'énergie ne sont pas des anomalies. Elles sont des caractéristiques normales du cosmos, des processus qui façonnent les galaxies et distribuent les éléments lourds nécessaires à la vie. Et maintenant, nous envisageons d'ajouter notre propre contribution à cette violence cosmique. Les bulles de distorsion spatiale, si elles deviennent une réalité, ne seront pas des technologies douces et bienveillantes. Elles seront des outils manipulant des énergies comparables à celles des catastrophes stellaires. Considérons maintenant les implications militaires de cette technologie. C'est un sujet que les chercheurs préfèrent souvent éviter, mais qu'il est irresponsable d'ignorer. Une bulle de distorsion capable de propulser un vaisseau à 10 fois la vitesse de la lumière représenterait, entre de mauvaises mains, l'arme ultime. Pas simplement parce qu'elle pourrait livrer des ogives à travers la galaxie. Le problème est bien plus fondamental que cela. La libération de radiation à l'arrivée d'une bulle de distorsion, ce que nous avons évoqué précédemment, n'est pas un bug. C'est une feature, comme disent les ingénieurs. Une bulle de distorsion pourrait être délibérément conçue pour maximiser cette libération d'énergie, transformant le vaisseau lui-même en projectile destructeur. Imaginons une bulle minuscule, contenant non pas un vaisseau habité mais simplement un dispositif de guidage, lancé vers une planète cible. Pendant son voyage à travers l'espace interstellaire, elle accumulerait des particules énergétiques comme nous l'avons décrit. À l'arrivée, cette énergie serait libérée en une impulsion focalisée, frappant la surface de la planète avec une force comparable à celle d'un astéroïde majeur. L'astéroïde qui a causé l'extinction des dinosaures, il y a 66 millions d'années, avait un diamètre d'environ 10 km et a frappé la Terre avec une énergie estimée à environ 10 puissance 23 joules. Cette énergie a créé un cratère de 180 km de diamètre, déclenché des méga-tsunamis, projeté suffisamment de poussière dans l'atmosphère pour bloquer la lumière du Soleil pendant des années et éliminer environ
75% des espèces vivantes. Une bulle de distorsion arrivant après un long voyage interstellaire pourrait potentiellement libérer une énergie comparable ou supérieure. Et contrairement à un astéroïde, elle serait guidée avec précision, capable de frapper n'importe quelle cible dans la galaxie avec un préavis quasiment nul. Il n'y aurait aucune défense possible contre une telle arme. Les systèmes de détection ne verraient rien arriver. La bulle, voyageant plus vite que la lumière, aucun signal d'alerte ne pourrait précéder son arrivée. La première indication d'une attaque serait la destruction elle-même. Cette perspective terrifiante soulève des questions profondes sur la sagesse de développer cette technologie. Est-il prudent de créer des outils qui pourraient permettre l'annihilation de mondes entiers? Pouvons-nous faire confiance à l'humanité, avec son histoire de guerre et de destruction, pour manipuler de tels pouvoirs de manière responsable? Mais le génie ne peut pas être remis dans la bouteille. Les équations sont publiées, les concepts sont connus. Si le voyage supraluminique est physiquement possible, quelqu'un finira par le développer, que ce soit dans 50 ans, 1000 ans ou 10 000 ans. La question n'est pas de savoir si cette technologie existera, mais comment nous nous y préparerons. Et cette préparation doit inclure une réflexion sérieuse sur les dangers cosmiques que nous pourrions déclencher. Pas seulement les dangers intentionnels d'utilisation militaire, mais aussi les dangers accidentels de manipulation imprudente des forces fondamentales. Car les collisions à haute énergie peuvent produire des phénomènes que nous ne comprenons pas entièrement. Les accélérateurs de particules comme le grand collisionneur de Hadron au CERN ont suscité des inquiétudes, parfois exagérées mais pas entièrement infondées, concernant la création de trous noirs microscopiques ou de strangelets, ces hypothétiques agglomérats de matière étrange qui pourraient théoriquement convertir toute matière ordinaire en matière étrange par contact. Ces craintes se sont avérées non fondées pour le LHC, principalement parce que les rayons cosmiques naturels produisent régulièrement des collisions bien plus énergétiques que tout ce que nos accélérateurs peuvent créer. Si de telles collisions pouvaient détruire des planètes, la Terre n'existerait plus depuis longtemps. Mais les bulles de distorsion opèrent dans un régime d'énergie et de courbure spatiale bien au-delà de tout ce que les rayons cosmiques naturels peuvent produire. Nous n'avons pas d'analogue naturel pour nous rassurer. Nous entrerions en territoire véritablement inconnu, manipulant l'espace-temps de manière que l'univers n'a peut-être jamais exploré depuis le Big Bang. Certains physiciens théoriciens ont spéculé sur ce qui pourrait arriver si une bulle de distorsion rencontrait une autre bulle de distorsion voyageant en sens inverse. Les équations deviennent extraordinairement complexes dans ce scénario. Les simulations suggèrent que les deux bulles pourraient simplement se traverser sans interaction significative. Mais elles suggèrent aussi d'autres possibilités. Fusion des bulles créant une région de courbure extrême. Annihilation mutuelle libérant toute l'énergie des deux bulles en un seul point. Formation d'une singularité temporaire. Un micro-trou noir qui s'évaporerait rapidement, mais dont les effets pourraient être dévastateurs à proximité. Nous ne savons tout simplement pas. Et cette ignorance devrait nous rendre prudents. Les collisions cosmiques naturelles offrent quelques indices sur les énergies en jeu lorsque des objets massifs se rencontrent. Le 14 septembre 2015, les détecteurs LIGO ont capté pour la première fois des ondes gravitationnelles, ces ondulations dans le tissu de l'espace-temps prédites par Einstein un siècle plus tôt. Le signal provenait de la fusion de deux trous noirs situés à environ 1,3 milliard d'années-lumière de la Terre. Ces deux trous noirs, de masses respectives d'environ 36 et 29 masses solaires, ont spiralé l'un vers l'autre pendant des millions d'années avant de fusionner en une fraction de seconde. L'énergie libérée sous forme d'ondes gravitationnelles était équivalente à environ 3 masses solaires, converties en énergie pure. Pendant une fraction de seconde, cet événement a été plus lumineux en ondes gravitationnelles que toutes les étoiles de l'univers observables combinées. Depuis cette première détection, des dizaines d'autres fusions ont été observées. Certaines impliquant des trous noirs, d'autres des étoiles à neutrons, d'autres encore des combinaisons des deux. Chaque événement libère des quantités colossales d'énergie, déformant l'espace-temps sur des distances de milliards d'années-lumière. Ces événements sont les plus violents de l'univers contemporain, et ils nous rappellent que la manipulation de l'espace-temps n'est pas un jeu. Lorsque la courbure spatiale atteint des niveaux extrêmes, des choses extraordinaires se produisent, des choses qui peuvent être créatives, formant de nouveaux objets cosmiques, ou destructives,
anéantissant tout ce qui se trouve à proximité. Le 17 août 2017, un événement particulièrement significatif a été détecté. Une fusion d'étoiles à neutrons, cataloguée GW717, a été observée simultanément en ondes gravitationnelles et en lumière électromagnétique. C'était la première observation multimessager d'un tel événement, confirmant les théories sur l'origine des sursauts gamma courts. L'énergie libérée par cette fusion était extraordinaire, l'équivalent d'environ 0,05 masse solaire convertie en énergie, soit environ 10 puissance 46 joules. Cette énergie s'est manifestée sous forme d'ondes gravitationnelles, de sursauts gamma et d'une kilonova, une explosion thermonucléaire dans les débris éjectés qui a synthétisé des éléments lourds comme l'or et le platine. Ce seul événement a produit plusieurs fois la masse de la Terre en or pur. Les éléments les plus lourds du tableau périodique, ceux que nous considérons comme précieux et rares, sont forgés dans ces cataclysmes cosmiques. Chaque atome d'or dans ton alliance, chaque atome de platine dans un catalyseur automobile, a été créé dans la violence d'une fusion d'étoiles à neutrons quelque part dans l'univers, il y a des milliards d'années. Cette perspective donne une échelle au processus que nous envisageons de manipuler. La création d'éléments, la transformation de la matière, la libération d'énergie titanesque. Ce sont les prérogatives des étoiles mourantes, des trous noirs en collision, des forces les plus fondamentales de l'univers. Et nous, petits êtres sur une petite planète autour d'une étoile ordinaire, nous envisageons de nous immiscer dans ces processus. L'hubris de cette ambition est vertigineuse. Mais peut-être est-ce exactement ce dont l'humanité a besoin. Peut-être notre destin est-il de devenir des manipulateurs de forces cosmiques, des architectes de l'espace-temps, des êtres capables de rivaliser avec les phénomènes les plus puissants de l'univers. Ou peut-être notre destin est-il de découvrir, trop tard, que certaines limites existent pour de bonnes raisons, que certaines forces ne sont pas faites pour être contrôlées, que le prix de l'arrogance cosmique pourrait être l'extinction. Car il existe un mystère que nous n'avons pas encore abordé. Un mystère qui hante les réflexions sur le voyage supraluminique depuis des décennies. Si cette technologie est possible, pourquoi n'avons-nous jamais détecté la moindre trace de son utilisation par d'autres civilisations ? L'univers a presque 14 milliards d'années. Notre galaxie compte des centaines de milliards d'étoiles. Des milliards de ces étoiles ont des planètes potentiellement habitables. Si la vie intelligente est apparue, ne serait-ce que sur une fraction infinitésimale de ces mondes, et si le voyage supraluminique est possible, alors la galaxie devrait grouiller de vaisseaux interstellaires depuis des millions, voire des milliards d'années. Ces vaisseaux laisseraient les traces. Les bulles de distorsion, si elles fonctionnent comme nos théories le suggèrent, déformeraient l'espace-temps de manière détectable. Les libérations de radiation à l'arrivée produiraient des signatures spectrales distinctives. Nous devrions voir des anomalies, des signaux inexpliqués, des preuves d'activité technologique à travers la galaxie. Et pourtant, nous ne voyons rien. Le ciel est silencieux. Les étoiles brillent de leur lumière naturelle, sans interférence visible d'intelligence technologique. L'univers semble vide de voyageurs supraluminiques. Plusieurs explications sont possibles. Peut-être le voyage supraluminique est-il effectivement impossible, malgré les solutions mathématiques prometteuses. Peut-être les obstacles techniques sont-ils insurmontables pour toute civilisation, quel que soit son niveau de développement. Ou peut-être les civilisations qui développent cette technologie ne survivent-elles pas longtemps. Peut-être la manipulation de l'espace-temps comporte-t-elle des risques que nous ne percevons pas encore. Des risques qui détruisent inévitablement ceux qui s'y aventurent. Cette hypothèse sombre suggère que le silence cosmique pourrait être un avertissement, un message que nous ne savons pas lire, une mise en garde laissée par les ruines de 1000 civilisations qui ont cru pouvoir dompter les forces fondamentales de l'univers et qui ont découvert, trop tard, leur erreur. Le mystère reste ouvert. Et peut-être est-il préférable qu'il le reste, au moins pour le moment, car les réponses pourraient être plus terrifiantes que les questions. Si le voyage supraluminique devient un jour réalité, l'humanité devra confronter des questions qui dépassent largement les défis techniques et les dangers physiques. Des questions sur notre identité, notre place dans le cosmos, notre signification même en tant qu'espèce consciente dans un univers apparemment indifférent à notre existence. Depuis l'aube de la conscience,
Les êtres humains ont levé les yeux vers le ciel nocturne et se sont demandé ce que signifiaient ces points lumineux éparpillés dans l'obscurité. Les premières civilisations ont peuplé les étoiles de dieux et de héros, créant des mythologies qui donnaient un sens à leur existence. Les philosophes grecs ont spéculé sur la nature du cosmos, certains suggérant déjà que les étoiles pourraient être d'autres soleils entourés de leur propre monde. Et pendant des millénaires, ces questions sont restées dans le domaine de la philosophie et de la religion, inaccessibles à toute vérification empirique. Puis, la science moderne est arrivée. Les télescopes ont révélé l'immensité vertigineuse de l'univers. Les galaxies se sont multipliées par milliards. Les distances se sont étendues au-delà de toute compréhension intuitive. Et une question troublante a émergé, résumée avec une éloquence brutale par le physicien Enrico Fermi lors d'un déjeuner en 1950. Où sont-ils tous ? Si l'univers est si vaste, si les étoiles sont si nombreuses, si les planètes potentiellement habitables se comptent par milliards rien que dans notre galaxie, alors pourquoi n'avons-nous jamais détecté la moindre trace d'intelligence extraterrestre ? Où sont les signaux radio ? Où sont les sondes automatiques ? Où sont les artefacts abandonnés par des civilisations anciennes ? Le silence cosmique est assourdissant. Ce paradoxe de Fermi prend une dimension nouvelle lorsqu'on considère la possibilité du voyage supraluminique. Car si cette technologie est réalisable, alors elle devrait être réalisable pour toute civilisation suffisamment avancée. Et une civilisation maîtrisant le voyage supraluminique pourrait coloniser la galaxie entière en quelques millions d'années. Un clin d'œil à l'échelle cosmique. Les calculs sont simples mais vertigineux. Imaginons une civilisation développant des vaisseaux capables de voyager à 10 fois la vitesse de la lumière. Cette civilisation établit une colonie sur une planète voisine, disons à 10 années-lumière de distance. Le voyage prend 1 an. La colonie se développe pendant quelques siècles, puis envoie ses propres vaisseaux vers d'autres systèmes stellaires. Chaque nouvelle colonie fait de même. En suivant cette progression exponentielle, la civilisation originelle pourrait atteindre tous les systèmes stellaires de la Voie lactée en moins de 10 millions d'années. C'est long à l'échelle humaine, mais c'est insignifiant comparé à l'âge de la galaxie, qui dépasse 13 milliards d'années. Si une seule civilisation avait développé cette technologie il y a seulement 100 millions d'années, période durant laquelle les dinosaures dominaient encore la Terre, cette civilisation aurait eu le temps de coloniser la galaxie 10 fois de suite. Et pourtant, nous ne voyons aucune trace de cette colonisation, aucun signal, aucune sonde, aucun artefact, rien que le silence et les étoiles naturelles. Plusieurs explications ont été proposées pour résoudre ce paradoxe, et chacune d'entre elles comporte des implications profondes pour notre compréhension de nous-mêmes et de notre avenir. La première explication, et peut-être la plus rassurante, est que nous sommes tout simplement les premiers. Dans l'immensité de l'univers, quelqu'un devait bien être le premier à émerger. Et par un hasard cosmique extraordinaire, ce serait nous. L'humanité serait la première civilisation technologique de la Voie lactée, peut-être même de l'univers observable tout entier. Cette hypothèse a une certaine élégance. Elle explique le silence sans invoquer de catastrophe ou de conspiration. Elle nous place dans une position privilégiée, pionnier d'un cosmos encore vierge. Mais elle soulève aussi des questions troublantes. Si nous sommes les premiers, alors nous portons une responsabilité extraordinaire. Chacune de nos décisions, chacun de nos choix technologiques pourrait façonner le destin de la galaxie pour des milliards d'années à venir. Nous ne sommes plus simplement une espèce parmi d'autres, mais potentiellement les ancêtres de toute intelligence future dans ce coin de l'univers. La deuxième explication est plus sombre. Peut-être les civilisations technologiques émergent-elles régulièrement à travers la galaxie, mais elles ne survivent jamais assez longtemps pour développer le voyage interstellaire. Un grand filtre les élimine systématiquement, que ce soit par autodestruction nucléaire, effondrement écologique, épidémie génétique ou d'autres catastrophes que nous ne pouvons pas encore imaginer. Si ce grand filtre existe et s'il se trouve derrière nous, alors nous avons déjà franchi l'obstacle le plus difficile. L'émergence de la vie, ou le développement de la conscience, ou une autre étape de notre passé évolutif, serait si improbable que très peu de planètes la franchissent.
nous serions les rares survivants d'une loterie cosmique extraordinairement sélective. Mais si le grand filtre se trouve devant nous, alors notre avenir est beaucoup plus incertain. Quelque chose dans notre futur, peut-être le développement même du voyage supraluminique, détruirait systématiquement les civilisations qui l'atteignent. Les technologies que nous développons avec tant d'enthousiasme pourraient être précisément ce qui nous condamnera. Cette perspective donne un éclairage sinistre aux recherches actuelles sur la propulsion par distorsion spatiale. Chaque avancée vers le voyage supraluminique serait un pas de plus vers notre propre extinction. Les physiciens travaillant sur ces équations seraient, sans le savoir, les artisans de notre disparition. La troisième explication est peut-être la plus troublante de toutes. Peut-être les civilisations avancées existent-elles en grand nombre, mais elles choisissent délibérément de rester silencieuses et invisibles. Peut-être ont-elles appris, à travers des expériences que nous ne pouvons pas imaginer, que se faire connaître dans la galaxie est dangereux. Peut-être l'univers est-il un endroit hostile, où les prédateurs traquent les proies imprudentes qui révèlent leur présence. Cette hypothèse, parfois appelée la forêt sombre, suggère que le silence cosmique n'est pas un signe de vide, mais de prudence universelle. Les civilisations technologiques seraient cachées partout, observant le cosmos à travers des capteurs passifs, évitant soigneusement toute émission qui pourrait trahir leur position. Et lorsqu'elles détectent une nouvelle civilisation émergente, comme nous le sommes peut-être, elles ont deux options. L'ignorer, en espérant qu'elle reste inoffensive, ou l'éliminer préventivement, avant qu'elle ne devienne une menace. Si cette hypothèse est correcte, alors nos émissions radio et télévisées, qui se propagent dans l'espace depuis plus d'un siècle, pourraient avoir signé notre arrêt de mort. Un signal pourrait déjà être en route vers nous, voyageant peut-être plus vite que la lumière, porteur non pas d'un message de bienvenue, mais d'une arme de destruction. Ces spéculations peuvent sembler paranoïaques, mais elles soulèvent des questions philosophiques fondamentales. Quel est notre devoir envers les civilisations futures ? Devrions-nous chercher activement à contacter d'éventuels extraterrestres ? Ou la prudence devrait-elle nous commander le silence ? Si nous développons le voyage supraluminique, comment devrions-nous l'utiliser ? Pour explorer et coloniser, au risque de rencontrer des dangers inconnus ? Ou pour observer prudemment, en évitant de perturber un équilibre cosmique que nous ne comprenons pas ? Au-delà du paradoxe de Fermi, le voyage supraluminique soulève des paradoxes logiques qui touchent à la structure même de la réalité. Car voyager plus vite que la lumière, selon les équations de la relativité, est mathématiquement équivalent à voyager dans le temps. Cette équivalence n'est pas immédiatement intuitive, mais elle découle directement des transformations de Lorentz qui gouvernent la relativité restreinte. Lorsqu'un objet se déplace par rapport à un observateur, le temps et l'espace se mélangent de manière subtile. Ce qui est simultané pour un observateur ne l'est pas pour un autre se déplaçant à une vitesse différente. Et lorsque la vitesse dépasse celle de la lumière, cette désynchronisation devient si extrême que l'ordre des événements peut s'inverser. Un effet peut précéder sa cause. L'arrivée peut se produire avant le départ. Considérons un scénario concret. Tu pars de la Terre à bord d'un vaisseau supraluminique voyageant à 10 fois la vitesse de la lumière vers une étoile située à 20 années-lumière. Du point de vue d'un observateur resté sur Terre, ton voyage prend 2 ans. Tu arrives donc en l'an 2027 si tu es parti en 2025. Mais du point de vue d'un observateur situé sur une planète orbitant autour de l'étoile de destination et se déplaçant par rapport à la Terre, les choses sont différentes. Selon son référentiel, ton arrivée pourrait se produire avant ton départ terrestre. Tu apparaîtrais à destination avant même d'avoir quitté la Terre. Ce paradoxe temporel devient encore plus troublant si tu effectues un voyage de retour. En utilisant un trajet approprié, tu pourrais théoriquement revenir sur Terre avant ton propre départ. Tu te retrouverais face à toi-même, une version plus jeune qui n'a pas encore entrepris le voyage. Que se passerait-il si tu empêchais ton double de partir ? Le voyage n'aurait jamais lieu. Mais alors, comment aurais-tu pu revenir dans le passé pour empêcher ce voyage ? Ces paradoxes temporels, parfois appelés boucle causale ou paradoxe du grand-père, semblent logiquement impossibles. Et pourtant, les équations de la relativité les permettent dès que le voyage supraluminique est autorisé. Cela suggère l'une de 2 possibilités.
Soit le voyage supraluminique est fondamentalement impossible, quelles que soient les solutions mathématiques élégantes que nous puissions trouver, soit notre compréhension du temps et de la causalité est profondément incomplète. Certains physiciens ont proposé des résolutions à ces paradoxes. La conjecture de protection chronologique, mentionnée plus tôt, suggère que les lois de la physique conspireront toujours pour empêcher les boucles causales. Peut-être la création d'une machine à voyager dans le temps, ou d'un vaisseau supraluminique équivalent, déclencherait-elle automatiquement une instabilité qui détruirait le dispositif avant qu'il ne puisse fonctionner. D'autres ont proposé l'interprétation des mondes multiples. Dans cette vision, l'univers se divise constamment en branches parallèles, chacune représentant un résultat différent des événements quantiques. Un voyageur temporel qui retourne dans le passé n'atteindrait pas vraiment son propre passé, mais plutôt le passé d'un univers parallèle légèrement différent. Il pourrait empêcher son double de partir, mais ce double appartiendrait à une autre branche de la réalité, pas à la sienne. Cette interprétation résout les paradoxes logiques, mais elle ouvre des abîmes philosophiques encore plus vertigineux. Si le voyage supraluminique nous donne accès à des univers parallèles, alors nous ne sommes plus seulement des explorateurs de l'espace. Nous devenons des navigateurs à travers les possibilités elles-mêmes, capables de visiter des réalités où l'histoire s'est déroulée différemment, où des choix alternatifs ont été faits, où des versions différentes de nous-mêmes existent. Que signifierait l'identité personnelle dans un tel contexte ? Si tu peux rencontrer une version de toi-même qui a fait des choix différents, vécu une vie différente, développé une personnalité différente, est-ce toujours toi ? La notion même de soi devient fluide, multiple, fragmentée à travers les branches infinies de la réalité. Et si ces univers parallèles sont accessibles, combien d'entre eux ont déjà été visités par des voyageurs supraluminiques d'autres civilisations ? Peut-être notre univers n'est-il qu'une branche parmi des infinités, une branche que personne n'a encore jugée digne d'intérêt. Ou peut-être sommes-nous sous observation constante, étudiés par des êtres qui peuvent sauter d'une réalité à l'autre, comme nous sautons d'une pièce à l'autre. Ces spéculations peuvent que sembler relever davantage de la science-fiction que de la physique sérieuse. Mais elles découlent directement des implications mathématiques du voyage supraluminique. Si cette technologie est possible, alors ces questions cessent d'être abstraites et deviennent urgentes, car nous pourrions être à quelques siècles, peut-être quelques décennies, de devoir y répondre concrètement. Au-delà des paradoxes temporels et des questions d'identité, le voyage supraluminique nous force à confronter notre place dans le futur à long terme de l'univers. Un futur qui s'étend sur des échelles de temps si vastes qu'elles réduisent toute l'histoire humaine à un battement de cils. L'univers actuel a environ 13,8 milliards d'années. C'est vieux à l'échelle humaine, mais c'est l'enfance à l'échelle cosmique. Les étoiles continueront à briller pendant des billions d'années encore. Les galaxies continueront à évoluer, à fusionner, à créer de nouvelles étoiles et de nouveaux mondes. L'univers a des éons de temps devant lui, mais ce temps n'est pas illimité. Lentement, inexorablement, l'univers se dirige vers un état final que les cosmologistes appellent la mort thermique. L'énergie utilisable s'épuise. Les étoiles s'éteignent une à une. Les trous noirs évaporent par rayonnement de Hawking. Et finalement, dans un futur si lointain qu'il faudrait écrire un 1 suivi de 100 zéros pour en exprimer l'année, l'univers deviendra un vide froid, sombre, dépourvu de toute structure ou activité. Ce destin peut sembler inévitable et désespérant. À quoi bon tout ce que nous faisons si l'univers entier est condamné à l'oubli ? Mais le voyage supraluminique offre une perspective différente. Car si nous pouvons voyager plus vite que la lumière, nous pouvons potentiellement atteindre n'importe quelle partie de l'univers observable. Et si nous pouvons atteindre n'importe quelle partie, nous pouvons potentiellement l'influencer. Imaginons une civilisation, peut-être issue de l'humanité, qui aurait des milliards d'années pour se développer. Une civilisation qui maîtriserait non seulement le voyage supraluminique, mais aussi la manipulation de l'énergie stellaire, la création de structures à l'échelle galactique, peut-être même le contrôle de la gravité et de l'expansion cosmique elle-même. Une telle civilisation pourrait-elle modifier le destin de l'univers ? Pourrait-elle ralentir son expansion, concentrer son énergie restante, créer des refuges où la vie et la conscience pourraient persister
même après l'extinction des dernières étoiles naturelles? Ces questions ne sont pas de la pure spéculation. Des physiciens sérieux les ont explorées, calculant les limites théoriques de ce qui serait possible pour une civilisation maximalement avancée. Le physicien Freeman Dyson a proposé dans les années 60 que des civilisations avancées pourraient construire des sphères englobant complètement leurs étoiles, capturant toute l'énergie émise. Ces sphères de Dyson permettraient d'alimenter des projets d'une échelle inimaginable pour nous. Plus tard, le cosmologiste russe Nikolai Kardashev a proposé une échelle classifiant les civilisations selon leur consommation d'énergie. Une civilisation de type M utiliserait toute l'énergie disponible sur sa planète. Une civilisation de type 2 utiliserait toute l'énergie de son étoile. Une civilisation de type E3 utiliserait toute l'énergie de sa galaxie. L'humanité actuelle n'a même pas encore atteint le type M. Nous utilisons moins d'un millionième de l'énergie que la Terre reçoit du Soleil. Mais avec le voyage supraluminique et quelques milliards d'années de développement, nous pourrions théoriquement devenir une civilisation de type 3 ou au-delà, commandant des ressources qui dépassent notre imagination actuelle. Et à ce niveau de puissance, le destin de l'univers lui-même pourrait devenir malléable. Peut-être la mort thermique n'est-elle pas inévitable? Peut-être des êtres suffisamment avancés pourraient en trouver des échappatoires, des moyens de contourner les lois de la thermodynamique qui semblent nous condamner. Peut-être pourrait-il même créer de nouveaux univers, engendrant des réalités filles qui continueraient après la mort de l'univers parent. Cette vision cosmique donne un sens nouveau à notre existence actuelle. Nous ne sommes peut-être pas insignifiants. Nous sommes peut-être les ancêtres de Dieu, les progéniteurs d'entités qui façonneront le cosmos lui-même. Chaque décision que nous prenons aujourd'hui, chaque technologie que nous développons, chaque valeur que nous transmettons à nos descendants pourrait avoir des répercussions sur des billions d'années. Mais cette responsabilité est aussi un fardeau écrasant. Car si nous échouons, si nous nous détruisons avant d'atteindre les étoiles, si nous tombons victimes du grand filtre, quelle que soit sa forme, alors peut-être personne d'autre ne prendra notre place. Peut-être l'univers restera-t-il vide de conscience pour l'éternité, une immensité de matière et d'énergie sans personne pour l'observer, l'apprécier, lui donner un sens. Cette solitude potentielle de l'univers est peut-être le mystère le plus profond de tous. Car à quoi sert un cosmos sans témoin? Quel sens ont les galaxies si personne ne lève les yeux pour les admirer? La physique nous dit que l'univers fonctionnerait exactement de la même manière avec ou sans observateur conscient. Mais la philosophie, et peut-être quelque chose de plus profond en nous, refuse d'accepter cette indifférence. Le physicien John Wheeler a proposé une idée fascinante qu'il appelait l'univers participatif. Selon cette vision, les observateurs conscients ne sont pas simplement des spectateurs passifs du cosmos. Ils sont des participants actifs, leur acte même d'observation contribuant à définir la réalité. Sans conscience, l'univers resterait dans un état indéfini, un brouillard de possibilités quantiques jamais résolues en actualité concrète. Si Wheeler avait raison, alors notre existence n'est pas accidentelle ou marginale. Elle est nécessaire. L'univers a besoin d'observateurs pour exister pleinement. Et le voyage supraluminique, en nous permettant de répandre la conscience à travers le cosmos, serait l'accomplissement de cette nécessité cosmique. Ces réflexions nous ramènent à une question fondamentale que chaque civilisation doit éventuellement affronter. Pourquoi existons-nous? Quel est le sens de notre présence dans cet univers vaste et ancien? La science peut décrire comment l'univers fonctionne, mais elle ne peut pas nous dire pourquoi il existe ou pourquoi nous sommes là pour nous poser la question. Le voyage supraluminique ne répondra pas à ces questions, mais il pourrait nous donner les moyens de les explorer d'une manière entièrement nouvelle. En nous libérant des contraintes de notre petit monde, en nous ouvrant les portes de la galaxie et peut-être de l'univers entier, il nous transformerait en explorateurs non seulement de l'espace, mais aussi du sens. Peut-être découvririons-nous d'autres formes de vie, d'autres intelligences, d'autres perspectives sur l'existence. Peut-être ces rencontres enrichiraient-elles notre compréhension de nous-mêmes et de notre place dans le cosmos. Ou peut-être découvririons-nous que nous sommes vraiment seuls, les uniques porteurs de conscience dans un océan de matière inconsciente. Et cette découverte nous forcerait à assumer pleinement notre responsabilité cosmique. Dans les deux cas, nous ne serions plus les mêmes. L'humanité qui maîtrisera le voyage supraluminique ne ressemblera que superficiellement à l'humanité d'aujourd'hui.
Ses perspectives, ses valeurs, sa compréhension de la réalité auront été transformées par des expériences que nous ne pouvons pas imaginer. Et peut-être est-ce là le véritable mystère du voyage supraluminique. Pas les équations, pas les énergies, pas les défis techniques, mais ce que nous deviendrons lorsque nous franchirons cette frontière. Quels êtres émergeront de cette transformation? Seront-ils encore humains dans un sens que nous reconnaîtrions? Ou seront-ils quelque chose d'entièrement nouveau, aussi différent de nous que nous le sommes des premiers organismes unicellulaires apparus dans les océans primitifs de la Terre? Cette incertitude sur notre propre futur est à la fois exaltante et terrifiante. Elle nous rappelle que l'avenir n'est pas écrit, que nos choix comptent, que le destin de la conscience dans l'univers dépend peut-être de ce que nous décidons aujourd'hui. Et c'est peut-être cette responsabilité, plus que toute autre considération technique ou philosophique, qui devrait guider notre approche du voyage supraluminique. Non pas comme une simple technologie à développer, mais comme un seuil à franchir avec sagesse, humilité et une pleine conscience des enjeux cosmiques qui nous attendent de l'autre côté. Nous voici arrivés au terme de ce voyage à travers les frontières de la physique et de l'imagination. Un voyage qui a commencé avec une promesse audacieuse, celle que des scientifiques auraient trouvé comment voyager 10 fois plus vite que la lumière, et qui nous a conduits à travers les méandres des équations d'Einstein, les violences cosmiques et les abîmes philosophiques de l'existence elle-même. Reprenons le fil de cette exploration. Nous avons découvert que la limite de la vitesse de la lumière, présentée pendant plus d'un siècle comme une barrière absolue, contenait en réalité une faille subtile mais fondamentale. Cette limite s'applique aux objets se déplaçant à travers l'espace, mais pas à l'espace lui-même. Et cette distinction apparemment technique ouvre la porte à une possibilité révolutionnaire. En créant une bulle de distorsion qui contracte l'espace devant un vaisseau et l'étend derrière lui, on pourrait théoriquement voyager à des vitesses arbitrairement élevées sans jamais violer les lois de la relativité. Les solutions mathématiques décrivant ces bulles de distorsion sont rigoureuses et élégantes. Depuis la métrique d'Alcubierre, proposée en 1994 jusqu'au raffinement récent utilisant uniquement de l'énergie positive, les physiciens ont progressivement transformé ce qui semblait être une impossibilité pratique en un défi d'ingénierie extraordinairement difficile, mais peut-être pas fondamentalement insurmontable. Les énergies requises, bien que toujours colossales selon nos standards actuels, ont été réduites de plusieurs ordres de grandeur. Les estimations les plus optimistes suggèrent que quelques centaines de kilogrammes de masse convertie en énergie pourraient en suffire. Une quantité qui reste hors de notre portée, mais qui n'est plus dans le domaine de l'impossible absolu. Et cette réduction continue. Chaque nouvelle recherche apportant des optimisations supplémentaires, chaque simulation informatique révélant des configurations plus efficaces. Nous avons exploré les laboratoires modestes où se joue cette révolution potentielle, où des équipes de physiciens tentent de détecter les premières signatures expérimentales de distorsion spatiale microscopique. Leurs résultats restent préliminaires, controversés, souvent ambigus. Mais ils poursuivent leurs travaux avec la conviction que la compréhension fondamentale progresse, que les pièces du puzzle commencent à potence à s'assembler. Puis, nous avons confronté les aspects plus sombres de cette technologie. Les problèmes du mur de radiation, cette accumulation de particules énergétiques qui pourrait transformer chaque arrivée en une catastrophe. Les difficultés de navigation et de communication à l'intérieur d'une bulle isolée du reste de l'univers. Les dangers potentiels de manipulation de l'espace-temps à des niveaux de courbure approchant ceux des trous noirs. Et surtout, les implications militaires d'une technologie qui pourrait servir d'arme planétaire, capable de frapper n'importe quelle cible dans la galaxie sans préavis et sans défense possible. Nous avons comparé les énergies impliquées aux phénomènes les plus violents de l'univers. Les sursauts gamma qui stérilisent les planètes à travers des milliers d'années-lumière. Les supernovas qui illuminent des galaxies entières pendant des semaines. Les collisions de trous noirs qui déforment le tissu de l'espace-temps à travers des milliards d'années-lumière. Et nous avons réalisé que nous parlons de manipuler des forces comparables, de jouer avec des énergies qui ont façonné le cosmos lui-même depuis le Big Bang. Cette reconnaissance nous a conduits aux questions existentielles. Pourquoi, si le voyage supraluminique est possible, n'avons-nous jamais détecté de traces de son utilisation par d'autres civilisations? Le silence cosmique
Suggère-t-il que nous sommes les premiers, que nous sommes les seuls, ou que quelque chose élimine systématiquement les civilisations qui atteignent ce niveau technologique? Et si nous franchissons cette barrière, que deviendrons-nous? Des explorateurs cosmiques épanouissant la conscience à travers la galaxie? Ou des victimes de notre propre hubris, rejoignant peut-être une longue liste de civilisations qui ont cru pouvoir dompter les forces fondamentales de la réalité et qui ont découvert trop tard leur erreur? Ces fils narratifs convergent maintenant vers une compréhension plus profonde. Le voyage supraluminique n'est pas simplement une question technique, c'est un test existentiel. Un seuil marquant une transition fondamentale dans l'évolution d'une civilisation. Le passage d'une espèce confinée à son monde natal à une espèce véritablement interstellaire. Et ce passage pourrait bien être le grand filtre dont parlent les cosmologistes. L'épreuve que seules les civilisations les plus sages, les plus prudentes, les plus matures peuvent espérer franchir. Car réfléchissons un instant aux qualités nécessaires pour maîtriser cette technologie de manière responsable. Il ne suffit pas d'avoir les équations correctes ou l'énergie requise. Il faut également posséder une sagesse collective, capable de résister à la tentation d'utiliser cette puissance de manière destructrice. Il faut une coordination globale pour empêcher que des factions rivales ne transforment les vaisseaux supraluminiques en armes. Il faut une vision à long terme pour investir les ressources colossales nécessaires dans un projet dont les bénéfices ne se manifesteront peut-être que dans plusieurs générations. L'humanité d'aujourd'hui possède-t-elle ces qualités? La question reste ouverte. Nous sommes une espèce divisée, fragmentée en nations et idéologies concurrentes. Nous peinons à coordonner nos actions, même face à des menaces existentielles évidentes comme le changement climatique. Notre horizon temporel collectif s'étend rarement au-delà de quelques années, parfois quelques décennies au mieux. Et notre histoire est jonchée d'exemples de technologies développées avec les meilleures intentions qui ont fini par servir la destruction. Mais nous sommes aussi une espèce remarquablement adaptable. Nous avons survécu à des extinctions, à des catastrophes naturelles, à nos propres erreurs répétées. Nous avons créé des merveilles de science, d'art, de philosophie. Nous avons marché sur la Lune, sondé les profondeurs de la matière, déchiffré le code génétique de la vie. Et à chaque génération, quelques individus au moins ont levé les yeux vers les étoiles en rêvant de les atteindre. Peut-être cette tension entre nos capacités destructrices et nos aspirations transcendantes est-elle précisément ce qui définit l'humanité. Nous ne sommes ni purement bons, ni purement mauvais. Nous sommes complexes, contradictoires, capables du meilleur comme du pire. Et notre avenir dépendra de la version de nous-mêmes que nous choisirons de nourrir. Le voyage supraluminique, s'il devient réalité, amplifiera cette dualité à l'échelle cosmique. Il nous donnera le pouvoir de répandre la vie et la conscience à travers la galaxie, de préserver la flamme de l'intelligence consciente même après l'extinction du Soleil. Mais il nous donnera aussi le pouvoir de détruire des mondes, de déclencher peut-être des catastrophes dont nous ne pouvons pas prévoir l'ampleur. Cette responsabilité est vertigineuse, mais elle n'est peut-être pas unique à cette technologie particulière. Chaque avancée significative dans l'histoire humaine a comporté des risques similaires. Le feu pouvait réchauffer ou brûler. L'agriculture pouvait nourrir ou épuiser les sols. L'énergie nucléaire pouvait alimenter des villes ou les vaporiser. À chaque étape, nous avons dû choisir. Et d'une manière ou d'une autre, suffisamment souvent pour survivre jusqu'à présent, nous avons fait les bons choix. Il existe aussi une possibilité que nous n'avons pas encore pleinement explorée. Peut-être le voyage supraluminique restera-t-il à jamais hors de notre portée. Non pas à cause de limitations techniques, mais à cause de principes physiques plus profonds que nous n'avons pas encore découverts. Peut-être la nature elle-même impose-t-elle des garde-fous que nos équations actuelles ne capturent pas, des contraintes qui empêcheraient pour la création effective de bulles de distorsion, ou qui les rendraient intrinsèquement instables, ou qui déclencheraient des phénomènes compensatoires maintenant la causalité intacte. Si tel est le cas, ce ne serait pas nécessairement une déception. Cela signifierait que l'univers est fondamentalement sûr, protégé contre les manipulations trop agressives de ces lois fondamentales. Cela signifierait aussi que notre destin serait probablement de rester confiné à notre coin de la galaxie, explorant patiemment les étoiles les plus proches à travers des voyages de plusieurs générations, développant peut-être d'autres technologies que nous ne pouvons pas encore imaginer.
Cette perspective plus modeste a sa propre beauté. Un voyage vers Proxima Centauri durant des décennies ou des siècles ne serait pas moins significatif qu'un voyage de quelques mois. Il nécessiterait simplement une vision différente, une patience différente, peut-être une sagesse différente. Les vaisseaux-mondes qui franchiraient vers les abîmes interstellaires à des vitesses subluminiques deviendraient des civilisations en soi, des écosystèmes fermés, porteurs de culture et de vie à travers le vide. Et dans cette lenteur même pourrait résider une protection. Car si le voyage interstellaire reste difficile, lent, coûteux, alors la galaxie ne risque pas d'être rapidement colonisée par une seule civilisation agressive. Les distances préserveraient une diversité, empêcheraient la formation d'empires galactiques homogénéisants. Chaque système stellaire colonisé développerait sa propre culture, ses propres adaptations, créant une mosaïque de civilisations plutôt qu'une monoculture oppressante. Mais revenons à la possibilité que le voyage supraluminique soit effectivement réalisable. Imaginons que dans quelques siècles ou quelques millénaires, l'humanité ou ses descendants aient résolu les défis techniques. Les vaisseaux franchissent les années-lumière en quelques mois. Les colonies s'établissent autour d'étoiles lointaines. La conscience humaine, sous quelque forme qu'elle ait évolué, se répand à travers la voie lactée. Que découvririons-nous là-bas ? Des mondes vierges, encore vides de vie, attendant d'être ensemencés ? Des écosystèmes extraterrestres, différents de tout ce que la Terre a produit, offrant de nouvelles perspectives sur la nature de la vie ? Des ruines de civilisations anciennes, témoignages silencieux de ceux qui nous ont précédés et qui ont échoué pour des raisons que nous devrons déchiffrer ? Ou des civilisations vivantes, d'autres intelligences conscientes avec lesquelles nous devrons apprendre à coexister. Chacune de ces possibilités transformerait profondément notre compréhension de nous-mêmes. Des mondes vierges confirmeraient peut-être notre unicité, notre responsabilité de préserver et répandre la vie. Des écosystèmes extraterrestres révéleraient que la vie est plus diverse, plus résiliente, plus inventive que nous l'imaginions. Des ruines anciennes nous enseigneraient l'humilité, nous rappelant que la grandeur est toujours temporaire, que même les civilisations les plus puissantes finissent par disparaître. Et des civilisations vivantes nous forceraient à redéfinir l'humanité, non plus comme l'unique porteur de conscience, mais comme un membre parmi d'autres d'une communauté cosmique. Dans tous les cas, nous ne serions plus seuls. Même la découverte que nous sommes véritablement les seuls êtres conscients de la galaxie serait une forme de compagnie, car elle nous donnerait un rôle, un sens, une mission. Nous deviendrions les jardiniers du cosmos, les semeurs de vie et de conscience, les héritiers d'un univers immense nous attendant pour être exploré, compris, apprécié. Et peut-être est-ce là, finalement, le véritable sens du voyage supraluminique. Non pas la vitesse elle-même, non pas la capacité technique de franchir les distances cosmiques, mais la transformation intérieure qu'un tel voyage exigerait et inspirerait. Car pour atteindre les étoiles, nous devrons d'abord nous transcender nous-mêmes, dépasser nos divisions mesquines, nos horizons limités, nos peurs primitives. Nous devrons devenir dignes des étoiles. Cette dignité ne viendra pas automatiquement. Elle ne sera pas le simple résultat du progrès technologique. L'histoire nous enseigne que la technologie amplifie ce que nous sommes, le bon comme le mauvais, mais ne nous rend pas fondamentalement meilleurs. Les mêmes humains qui ont construit des cathédrales ont aussi construit des camps de concentration. Les mêmes cerveaux qui ont composé des symphonies ont aussi conçu des armes chimiques. La technologie est neutre, c'est notre choix qui détermine son usage. Donc si nous voulons que le voyage supraluminique soit une bénédiction plutôt qu'une malédiction, si nous voulons devenir des explorateurs plutôt que des conquérants, des semeurs de vie plutôt que des destructeurs de monde, nous devrons cultiver délibérément la sagesse nécessaire. Et cette sagesse commence maintenant, aujourd'hui, dans nos choix quotidiens, nos valeurs collectives, notre vision de l'avenir. Elle commence dans l'éducation de nos enfants, en leur enseignant non seulement les mathématiques et la physique qui rendront le voyage possible, mais aussi la philosophie et l'éthique qui le rendront bénéfique. Elle continue dans nos institutions en créant des structures de gouvernance capables de gérer des projets s'étendant sur des siècles. Elle se manifeste dans notre rapport à la nature, en apprenant à préserver plutôt qu'à exploiter, à respecter plutôt qu'à dominer. Car si nous ne pouvons pas préserver notre propre planète, ce jardin fertile flottant dans le vide,
quelle confiance pouvons-nous avoir en notre capacité à en gérer d'autres? Si nous ne pouvons pas nous entendre entre nations partageant le même monde, comment espérons-nous coordonner des colonies séparées par des années-lumière? Si nous ne pouvons pas penser au-delà de notre propre génération, comment planifierons-nous des voyages durant des siècles? Ces questions ne sont pas rhétoriques, elles sont urgentes, car même si le voyage supraluminique reste à des siècles de la réalisation pratique, les choix que nous faisons maintenant détermineront si nos descendants auront l'opportunité de l'atteindre. Une civilisation qui s'effondre sous le poids de ses contradictions internes, qui épuise ses ressources, qui se fragmente en conflits autodestructeurs, ne construira jamais de vaisseau interstellaire. Les étoiles appartiennent aux patients, aux sages, à ceux qui peuvent ne voir au-delà de l'horizon immédiat. Et peut-être, au final, est-ce là le véritable filtre cosmique, pas une catastrophe externe, pas une limite physique insurmontable, mais simplement la question de savoir si une civilisation peut mûrir suffisamment pour mériter les étoiles. Le silence que nous observons dans le cosmos pourrait être le silence de l'immaturité. Des milliers de civilisations qui se sont auto-détruites avant d'atteindre la sagesse nécessaire au voyage interstellaire. Si nous voulons briser ce silence, si nous voulons devenir la civilisation qui réussit là où d'autres ont peut-être échoué, nous devons commencer par nous transformer nous-mêmes. Non pas dans un futur lointain et hypothétique, mais maintenant, avec les choix que nous faisons aujourd'hui. Alors que tu écoutes ces mots dans le calme de la nuit, que les étoiles brillent au-dessus de toi, visibles ou cachées par les nuages, permets-toi un moment de vertige cosmique. Ces pointes de lumière que nous appelons étoiles sont des soleils immenses, certains 1000 fois plus grands que le nôtre, entourés de planètes que nous commençons à peine à découvrir. Et quelque part, sur l'une de ces planètes, peut-être qu'un être regarde dans notre direction, se posant les mêmes questions, rêvant des mêmes voyages. Peut-être cet être appartient-il à une civilisation qui a déjà résolu les énigmes que nous affrontons encore. Peut-être possède-t-il les technologies dont nous ne faisons que rêver. Peut-être observe-t-il notre monde avec curiosité, attendant de voir si nous franchirons le seuil ou si nous rejoindrons les ruines silencieuses de ceux qui ont échoué avant nous. Ou peut-être sommes-nous vraiment seuls, les premiers et pour l'instant les seuls à contempler l'univers avec des yeux conscients, à nous interroger sur notre place, à rêver de franchir les abîmes. Si tel est le cas, notre responsabilité est encore plus grande, car nous serions les porteurs uniques d'une flamme précieuse, la seule lumière de conscience dans un océan d'obscurité, et notre survie déterminerait si cette flamme continue à brûler ou s'éteint pour toujours. Les scientifiques continueront leurs recherches, les équations seront affinées, les expériences seront répétées, les simulations deviendront plus précises, et peut-être, dans quelques décennies ou quelques siècles, nous saurons définitivement si le voyage supraluminique est possible. Peut-être un jour, un vaisseau s'élèvera de la Terre, pliera l'espace-temps autour de lui et disparaîtra vers les étoiles à une vitesse défiant tout ce que nous croyions possible. Ce jour-là, si jamais il arrive, marquera le début d'une nouvelle ère. L'humanité cessera d'être une espèce planétaire pour devenir une espèce galactique. Nos descendants porteront la vie et la conscience vers des mondes que nous ne verrons jamais, créeront des civilisations dont nous ne pouvons pas imaginer la forme, vivront des expériences qui transcendent nos rêves les plus audacieux. Mais ce futur glorieux n'est pas garanti. Il n'est même pas probable. Il est simplement possible. Et cette possibilité suffit, car elle nous donne quelque chose pour lequel œuvrer, un horizon vers lequel tendre, un rêve capable de nous élever au-delà de nos préoccupations quotidiennes et de nos divisions mesquines. Le voyage vers les étoiles commence ici, maintenant, dans ton esprit et ton cœur, dans ta capacité à t'émerveiller devant l'immensité du cosmos, dans ta volonté de protéger ce monde fragile qui est notre berceau, dans ton engagement envers un futur que tu ne verras peut-être jamais, mais que tes choix contribueront à façonner. Les étoiles nous attendent, patientes, silencieuses, indifférentes, m'obéissantes à nos espoirs et nos craintes. Elles brilleront pendant des milliards d'années encore, que nous les atteignions ou non. Mais quelque chose manquerait à l'univers si personne n'était là pour les admirer, pour comprendre leur lumière, pour donner un sens à leur danse cosmique. Nous pourrions être ce quelqu'un, ou nous pourrions échouer, rejoignant peut-être une longue liste d'espèces qui ont regardé les étoiles avec désir,
mais qui n'ont jamais trouvé la sagesse nécessaire pour les atteindre. Le choix, autant qu'un tel choix peut exister pour des êtres pris dans les courants de l'histoire et de la contingence, nous appartient, à nous tous, collectivement, à travers nos actions et nos valeurs, nos découvertes et nos erreurs, nos rêves et nos cauchemars. Et dans cette incertitude radicale sur notre avenir, dans cette tension entre la possibilité extraordinaire du voyage supraluminique et les innombrables façons dont nous pourrions échouer à la réaliser, se trouve peut-être le plus grand mystère de tous. Non pas un mystère de la physique ou de la cosmologie, mais un mystère de l'âme. La question de savoir qui nous sommes vraiment, ce que nous valorisons véritablement, et si nous avons en nous la grandeur nécessaire pour devenir ce que l'univers semble nous inviter à être. Cette question restera sans réponse cette nuit, et peut-être de nombreuses nuits encore, mais elle continuera à nous hanter, à nous inspirer, à nous appeler vers un futur dont les contours restent cachés dans les brumes du temps. Alors que tu dérives vers le sommeil, emporte avec toi cette pensée. Quelque part au-dessus de toi, au-delà de l'atmosphère et de la lumière du jour, les étoiles continuent leur danse éternelle. Et peut-être, juste peut-être, elles ne danseront pas éternellement seules. Dors bien, rêveur des étoiles. Le voyage, quel qu'il soit, ne fait que commencer.